d'être avec vous ce soir. Donc, mon nom est Marc Cudon, je suis professeur dans cette faculté en économie-gestion à l'ULB et on est très content. On est content de le finir, mais on est aussi très content d'avoir eu ce cycle de conférences. Et donc, sur qu'est-ce qu'une organisation modèle, c'est la 4e et dernière conférence. Rapidement, juste pour ceux qui n'étaient pas là, à toutes les conférences, on a commencé à se poser la question en fait du management public à travers aussi une intervention de la directrice d'un réseau d'hôpitaux et de Luc de Brabander. Ensuite, on s'est posé la question, les organisations sont-elles épuisées? On a parlé de ressources humaines, vous vous souvenez, on a parlé aussi à travers Franck Aguerri, notre premier orateur français, de la question aussi de l'épuisement en termes de ressources stratégiques et plus largement organisationnelles des entreprises. 3e séance, on a parlé de gouvernance, où là, on a accueilli Blanche Ségrestin de l'École des mines de Paris, avec tout son apport qui est vraiment à l'interdisciplinarité entre le droit et la gestion, et Pierre Mottet, président de l'Union wallonne des entreprises de gouvernance. Et puis, last but not least, c'est le feu d'artifice. Aujourd'hui, c'est la fin. On va avoir une vision transversale sur ces questions. Et l'idée, c'était vraiment aussi de pouvoir entendre, en fait, mais 2 orateurs qu'on avait vraiment envie d'entendre. C'est tout d'abord Estelle Keulemans, qui est donc la directrice générale de la FGTB Bruxelles, donc une représentante du monde syndical. Ensuite, nous aurons Timothée Duverger, qui nous vient de Sciences Po Bordeaux, tout le chemin jusqu'ici pour nous, et qui est aujourd'hui un des académiques, si pas l'académique, vraiment le plus représentatif, le plus engagé, le plus spécialisé dans tout ce qui est l'économie sociale et solidaire, on dirait en France. Et l'idée, c'était aussi de parler de la diversité des organisations. Aujourd'hui, en Belgique francophone, en tout cas, l'économie sociale, c'est 12% des emplois, donc c'est pas rien. Et donc, c'est une semblait important d'avoir aussi quelqu'un qui ne va pas nous parler que d'économie sociale pendant 30 minutes. Je lui ai dit de faire l'inverse, donc il faut être juste. Mais plutôt d'avoir aussi cette perspective multiple. On va parler de territoire notamment. Et puis, je clôturerai avec une quinzaine de minutes pour aussi essayer de clôturer un petit peu et de donner une cohérence à ce cycle et donner une première approche ou en tout cas un essai de réponse à cette question qu'on a posée. Voilà, quelques mots d'introduction. On prendra les questions donc après les 3 interventions. On finira à 20h comme chaque fois. Et il ne me reste plus qu'à donner la parole à Estelle pour commencer, qui a déjà son micro. C'est bon. Et vous souhaitez à tous une excellente conférence. Estelle, the floor is yours. Bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, je suis Estelle Keulemans, je suis la secrétaire générale de la FGTB Bruxelles. Je voulais quand même remercier en tout cas le professeur Hudon pour l'invitation de ce soir, parce que je dois bien vous avouer que ça m'arrive encore régulièrement de venir à l'ULB, de prendre la parole, mais à Solvay, c'est la première fois. Donc voilà. Il y a d'ailleurs une chaire FGTB qui existe et qui est financée chaque année, qui concerne surtout des questions de conditions de travail, de santé au travail, voilà, mais qui est dispensée dans d'autres facultés. Donc voilà, merci pour cette invitation double, parce qu'effectivement, c'est pouvoir peut-être un peu vous présenter, en tout cas, le monde syndical. Je ne sais pas si vous y êtes déjà frotté, un peu ou pas, si vous les connaissez. Donc voilà. Comme je dis régulièrement, c'est vrai que quand je me présente comme syndicaliste, parce que je n'ai pas l'air comme ça, je dis, je sais, il me manque la moustache et la carapils. Voilà, je vais peut-être d'ailleurs dans une première introduction essayer de vous présenter un peu le rôle de l'organisation syndicale de manière un peu plus diverse que celle qui est souvent effectivement qui circule, que ce soit pas dans les médias ou autres. Voilà. D'ailleurs, dans mon petit CV, juste quand même pour... D'abord, je suis une ancienne étudiante de l'ULB ici, donc j'ai étudié droit et puis sciences du travail, avant de travailler après dans des cabinets ministériels et puis d'intégrer les services d'études de la FGTB. Et puis maintenant, depuis 5 ans, effectivement, je suis donc responsable politique de la FGTB de Bruxelles. Mais j'ai aussi d'autres petits mandats, et vous allez voir, d'ailleurs, qui sont souvent exercés à titre uniquement bénévole. On va être très clair par rapport à ça. Notamment, j'ai été pendant tout un temps présidente du CNCD 11-11-11, qui donc coordonne, c'est une coupole de 80 associations de coopération au développement. Je suis d'ailleurs toujours pour le moment présidente de Solsoc, qui est une petite ONG qui effectivement fait de la coopération au développement avec des projets dans 8 pays, mais 24 projets, 300 collaborateurs
notamment en économie sociale et solidaire, travail décent, citoyenneté. Donc voilà. Mais vous verrez peut-être le lien après. Je suis aussi, dans mes engagements, membre du CA de l'Institut fédéral des droits humains. Vous allez peut-être voir un petit peu pourquoi le lien entre syndicats et droits humains, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais donc voilà, juste peut-être une petite... Moi, je comptais effectivement faire une présentation en 3 points. D'abord, effectivement, puisque j'ai la chance d'être là pour une fois en face de vous et à Solvay, de vous présenter un peu les rôles hein, et des organisations syndicales, et puis ensuite passer peut-être sur les grands défis sociétaux et socio-économiques qui occupent, que ce soit effectivement le monde des entreprises et le monde du travail, et puis après effectivement faire le focus sur la question qui m'est posée, sur rêver ou en tout cas dessiner les concours de ce qu'on pourrait considérer comme une entreprise ou une organisation modèle. Mais donc d'abord, voilà, donc la FGTB, vous savez qu'en Belgique, il y a 3 grands syndicats qui sont reconnus, contrairement d'ailleurs à la France, hein, où il y a une plus grande diversité. Les verts, les rouges et les bleus. Donc on est quand même dans un pays où il y a un taux d'affiliation qui reste fort élevé. On est à 55% de taux d'affiliation global. Et si on regarde d'ailleurs les actifs, on est à 50%. En France, je pense qu'on est entre 8 et 10%. Voilà. Dans les pays nordiques, on est entre 60 et 80%. Donc vous voyez qu'on est encore dans une bonne fourchette chez nous. On pourra se poser la question d'ailleurs, même s'il y a une érosion de l'affiliation syndicale, mais de la raison pour laquelle, malgré tout, nous restons des organisations assez représentatives. Au niveau d'ailleurs des membres, la CSC, c'est environ 1 600 000 membres, la FGTB, 1 500 000, la CGSLB, donc les libéraux, environ 300 000. Et donc moi, je représente la FGTB Bruxelles, donc c'est-à-dire l'interrégional de Bruxelles. Et voilà, donc chez moi, il y a par exemple 210 000 affiliés, donc travailleurs bruxellois, c'est-à-dire des travailleurs qui viennent travailler sur Bruxelles, donc qui sont pour moitié des Flamands et des Wallons, et pour l'autre moitié des Bruxellois. Le rôle des organisations syndicales, donc effectivement, si on nous voit souvent dans la rue en train de bloquer ou de faire des manifs, juste quand même essayer très brièvement, parce que ça vaudrait effectivement toute une présentation. Mais moi, j'identifie effectivement 4 rôles de l'organisation syndicale. Le principal, en fait, qui occupe quand même 90% de notre temps, c'est ce qu'on appelle la concertation sociale, qui chez nous, d'ailleurs en Belgique, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a été institutionnalisée, elle est toujours, et donc fait en sorte qu'on négocie ce qu'on appelle au niveau national ou fédéral, des conventions collectives au sein d'ailleurs du Conseil national du travail, mais on négocie aussi sur des aspects économiques au sein du Conseil central de l'économie, d'ailleurs un rapport technique pour définir ce qu'on appelle la norme salariale. On négocie donc au niveau national, on négocie évidemment en nous représentant au niveau des secteurs, on négocie au niveau des entreprises. Et il faut savoir que d'ailleurs ces accords qu'on négocie, d'ailleurs ceux qui sont négociés au niveau du Conseil national du travail sont rendus obligatoires par arrêté royal et en valeur de loi. Donc ils s'imposent même dans la législation belge. Je pense qu'en France d'ailleurs c'est quelque chose qui n'existe pas et pas du tout de la même manière. Et donc ça veut dire que quelque part, à côté de ce qu'on appelle la démocratie représentative, celle que vous connaissez, celle des parlements avec des élus, lors des élections, il y en aura bientôt, à côté de ce qu'on appelle d'ailleurs une démocratie participative, puisque vous savez que de plus en plus, il y a des tendances aussi à intégrer la société civile aussi dans des prises de décision ou des citoyens aussi dans des prises de décision. Donc à côté de ces 2 types de démocratie, il y a aussi ce qu'on appelle une démocratie sociale et économique, qui est effectivement celle qui est représentée, en tout cas négociée entre les représentants patronaux et les représentants syndicaux. Donc comme je l'ai dit, Conseil national du travail, ça peut avoir valeur de loi. Même ce qui est négocié au niveau des commissions paritaires ou des entreprises, ça s'applique à tous les travailleurs et ça s'applique aussi lorsque c'est négocié au niveau du secteur, même pour les travailleurs qui ne sont pas affiliés dans les organisations syndicales. Donc c'est en ça que quelque part il y a, et donc notamment au niveau des secteurs, on négocie des aspects salariaux, des aspects en matière de conditions de travail, toute une série de choses qui s'appliquent. Donc c'est en ça que quelque part c'est vraiment une démocratie sociale et économique. Alors, est-ce qu'on est légitime par rapport à ça et être représentant de cette démocratie? Vous savez aussi, et peut-être qu'il y a bientôt des élections sociales.
Et donc, en ce qui concerne les représentants des organisations syndicales, ils sont, à mes yeux, légitimes, puisque là aussi, dans toutes les entreprises, il va y avoir des élections sociales. Et d'ailleurs, tous les travailleurs, même ceux qui ne sont pas affiliés à des organisations syndicales, vont pouvoir voter pour leurs représentants. Voilà. Moi-même, je suis élue par un congrès tous les 4 ans, par les mêmes délégués qui eux-mêmes ont été élus lors d'élections sociales. Donc voilà, il y a quand même une forme de représentativité quand même par rapport à ça. Donc voilà, la concertation sociale aux différents niveaux. Alors on négocie des accords sur d'importants leviers de répartition des richesses, enfin, ce que moi j'identifie comme des leviers de répartition des richesses importants, qui sont évidemment les salaires, même si c'est de plus en plus compliqué en raison d'une loi qu'on appelle la loi de 96, mais ça vaudrait tout un cours malheureusement aussi pour vous présenter ce contexte-là. Et on est un peu et beaucoup limité par rapport à cette négociation aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est souvent dans la rue d'ailleurs. Autre pilier de répartition des richesses, c'est la sécurité sociale, parce qu'en Belgique notamment, s'il n'y avait pas une intervention de la sécurité sociale, le taux de pauvreté grimperait à 40% de la population. Et il faut savoir aussi que donc, les interlocuteurs sociaux sont dans ce qu'on appelle la gestion paritaire de la sécurité sociale. Donc nous gérons les organismes de sécurité sociale, en tout cas dans leur travail journalier. Dans mes fonctions précédentes, j'ai été d'ailleurs dans les comités de gestion, ONSS, INAMI et autres. Voilà. Et dernier, évidemment, pilier de redistribution des richesses à mes yeux, c'est le temps et les conditions de travail. On en reparlera tout à l'heure. Mais donc voilà, cette concertation sociale, premier rôle de l'organisation syndicale. Oui, aussi évidemment la question des salaires, pour nous est importante parce que c'est rééquilibrer ce qu'on appelle le rapport capital-travail. Donc vous envisagez souvent les choses par le biais de l'entreprise, du profit des entreprises, donc du capital qui est investi dans une entreprise. Nous, notre principal engagement aussi, c'est que la richesse qui est créée dans les entreprises par les travailleurs, une partie de cette richesse doit leur revenir de manière un petit peu correcte et équitable, d'où effectivement notamment cette concertation sociale qui nous permet justement, normalement, s'il n'y a pas le cadre de la loi de 96, de mieux justement équilibrer ce rapport entre capital-travail. Moi, je dois bien vous avouer d'ailleurs que mon engagement syndical, il est surtout sur la question de la répartition des richesses, parce que les pays les plus inégalitaires en matière de répartition des richesses sont, à mes yeux, les plus violents, et pas simplement en raison de la violence sociale qui est engendrée par les inégalités, mais aussi parfois les plus violents tout court. Voilà. Ça vaudrait aussi la peine, malheureusement, de faire tout un exposé là-dessus, mais voilà. Donc, le rapport capital-travail, concertation sociale, vous avez vu quand même sur des angles importants et qui est chez nous effectivement reconnu comme étant source de droit. Le deuxième rôle de l'organisation syndicale, celui-là est évidemment beaucoup plus connu, c'est ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Il faut être clair, si on n'était pas un contre-pouvoir et si on n'était pas de temps en temps dans la rue, s'il n'y avait pas des mobilisations, eh bien, ce qu'on revendique vis-à-vis d'un gouvernement pour avoir des lois qui soient favorables pour les travailleurs, et, ou simplement même aussi par rapport aux entreprises, s'il n'y avait pas des grèves. Voilà. C'est cette mobilisation-là qui permet aussi d'avoir une concertation qui soit un peu équilibrée, parce que voilà, le jour où on ne fera grève qu'en ayant un bandeau noir autour du bras, comme dans certains pays, le Japon par exemple, ou si par exemple on pouvait imaginer qu'on va simplement voir les employeurs en disant « Dites, patron, vous êtes d'accord de donner quand même une part de la richesse créée aux travailleurs et d'augmenter les salaires gentiment comme ça », ça ne fonctionnerait pas. Donc les deux sont liés, mais ce n'est pas que contre-pouvoir en tant que tel. Nous sommes aussi ce qu'on appelle un mouvement social, et souvent d'ailleurs avec d'autres organisations qui sont les mutuelles, qui sont la société civile. Nous faisons partie de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Dans tous les pays, ça n'existe pas, mais donc les corps intermédiaires, c'est ceux qui se trouvent entre l'État et les institutions et les citoyens, et qui, quelque part, servent aussi de courroie de distribution, quelque part, et de rouage pour pouvoir représenter ces citoyens dans leurs revendications légitimes par rapport, effectivement, à l'État et aux autorités. D'ailleurs, dans les pays, on va dire, les plus populistes, où l'extrême droite est en train de vivre parfois de beaux jours, ce sont d'ailleurs ces corps intermédiaires-là qu'on essaye d'éliminer au plus possible, puisqu'on considère qu'il doit juste avoir un rapport entre l'État et le citoyen, mais ça aussi, ça vaudrait effectivement tout un cours. Mais donc voilà, concertation sociale, contre-pouvoir.
Un qui est moins connu, mais pourtant qui est important aussi, c'est le service à nos affiliés, parce que si on a un taux de syndicalisation important aussi en Belgique, c'est pas simplement parce qu'on est dans la rue ou parce qu'on négocie des accords pour les travailleurs qu'on représente, mais aussi parce qu'on offre des services aux travailleurs, notamment évidemment la défense juridique lorsqu'ils ont un problème juridique dans leur emploi ou lorsqu'ils perdent leur emploi. Il y a aussi dans les services, évidemment, le paiement des allocations de chômage. Moi, je suis notamment responsable aussi de la caisse de chômage de la FGTB de Bruxelles. Donc, on paye environ tous les mois 39 à 40 000 allocations de chômage. On pourra en discuter de la légitimité aussi de cette mission qui est confiée aux organisations syndicales. Mais il faut être clair, au 19e siècle, c'est nous qui avons créé ces caisses qui, au départ, étaient des caisses de solidarité. Enfin, voilà. Ça vaudrait aussi un débat à part entière. Je ne vais pas m'étendre non plus là par rapport à ça. Mais dans les autres services, nous avons aussi un service social, nous avons un service d'éducation, d'insertion socio-professionnelle. Donc voilà, nous faisons évidemment d'autres choses par rapport à nos affiliés, mais aussi par rapport à la population qui parfois se trouve en difficulté. Et alors le quatrième rôle de l'organisation syndicale, et après je passe évidemment à d'autres choses, je vous promets, que simplement la description du rôle des organisations syndicales, c'est l'émancipation des travailleurs. Alors ça a l'air un peu comme ça... Mais sans conscience sociale, il n'y aurait tout simplement pas de mobilisation. C'est parce qu'effectivement, les mouvements ouvriers au XIXe siècle ont créé aussi une conscience sociale qu'il est possible de créer un autre monde et se mobiliser pour avoir d'autres mondes, revendiquer les choses, qu'effectivement, il y a une mobilisation des travailleurs. Mais dans cette émancipation des travailleurs, il y a aussi toute la formation de nos délégués. Donc, comme je vous ai dit, il y a bientôt des élections sociales. Vous imaginez bien que, par exemple, une travailleuse qui va être élue demain par exemple, déléguée dans une entreprise de titre-service, pour elle, alors qu'elle a un faible niveau de qualification, elle n'a souvent pas fait d'études, elle manque parfois de confiance en elle, se retrouver face à un employeur en conseil d'entreprise et pouvoir analyser des chiffres ou simplement être en capacité de négocier. Donc voilà, nous formons aussi nos travailleurs en éducation, c'est d'ailleurs en éducation permanente. Et alors, dans cette émancipation des travailleurs, il y a aussi un volet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, nous avons des projets de partenariat international avec d'autres organisations syndicales. Moi, je travaille, par exemple, la FGTB Bruxelles, on en a un avec la CDT au Maroc, donc qui est un syndicat marocain, pour les aider notamment à mettre sur pied leur système de formation syndicale, pour leur permettre eux aussi, quelque part, de mobiliser, de former leurs représentants. Mais voilà, donc je mets ça aussi dans ce quatrième rôle. Et maintenant, voilà, j'aborde le deuxième point un peu de cet exposé. Les défis, en tout cas moi ce que j'identifie comme défis sociaux et sociétaux qui ont ou vont en tout cas avoir encore plus dans les années à venir un impact socio-économique important et qui ne sera, dont il faut à mon avis tenir compte tant au niveau des entreprises et des organisations qu'au niveau des représentants des travailleurs. Le premier, évidemment, c'est que ça, c'est évidemment déjà un trend de long qui date déjà depuis très très longtemps. C'est la globalisation de l'économie, avec le fait effectivement qu'il y a un déplacement des chaînes de valeur. On sait que les valeurs ne sont plus uniquement créées sur un territoire ici, et donc notamment pour se répartir les richesses, ou en tout cas le rapport capital-travail, ça devient extrêmement compliqué. Et alors, effectivement, aussi le déplacement des décisions, évidemment, dans des groupes multinationaux. Pas besoin de vous citer les derniers exemples, Audi, pour ne pas le citer, où effectivement la direction allemande a décidé que le site de Forêt ici ne produirait pas en tout cas un des modèles qui étaient destinés au site de Forêt. Deleuze, pour ne pas le citer aussi, où c'est Ahold Deleuze, donc un groupe essentiellement néerlandais qui a pris les décisions de franchiser toute une partie des magasins avec un impact quand même très très important sur les conditions de travail et de rémunération des travailleurs et peut-être à terme d'ailleurs des substitutions d'emplois, puisque nous on le sait, dans les franchises, dans les petits magasins, d'ici 4 ou 5 ans, la plupart des emplois existants aujourd'hui vont se voir substitués par ce qu'on appelle des flexi-jobs ou du travail étudiant, donc par du travail qui n'est pas exercé par des travailleurs. En tout cas, les étudiants, ils devraient étudier et pas être obligés de devoir travailler. Et les flexi-jobs, ce sont souvent des pensionnés ou des gens qui travaillent déjà à temps plein ou à 4/5e temps et qui ont un autre petit job à côté parce que souvent, ils n'ont pas un salaire décent ou une pension décente. Mais donc voilà, pour vous dire effectivement, donc économie mondialisée, déplacement des chaînes de valeur et des centres de décision.
Autre aspect, évidemment, c'est les enjeux climatiques et environnementaux. Dans les organisations syndicales, on y est aussi particulièrement préoccupé. Nous faisons partie notamment de la coalition climat. On a des engagements, même si ce n'est pas simple. Évidemment, quand on représente les travailleurs des secteurs automobiles et qu'en même temps on s'engage pour le climat, mais en même temps, d'une manière ou d'une autre, on sait qu'il y a une transition écologique qui est nécessaire et qu'on va devoir s'y imprimer aussi. Et donc, c'est d'ailleurs pour nous, on utilise ce qu'on appelle le principe de transition juste, c'est-à-dire cette transition vers un modèle économie zéro carbone, ou en tout cas décarboné, va devoir se faire aussi avec un accompagnement social pour les travailleurs concernés. Voilà, parce que mine de rien, alors, il y a évidemment le climat, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'épuisement des ressources naturelles. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on parle de ressources naturelles et de ressources humaines. On ne sait pas d'ailleurs lesquelles sont les plus épuisées par les systèmes capitalistes. Mais bon, voilà, on peut en discuter après, mais le parallèle qui est fait effectivement entre les deux est assez fort. Mais voilà, l'homme, en tout cas, depuis qu'il n'est plus chasseur-cueilleur, qu'il est devenu agriculteur, quelque part, a considéré qu'il avait prédominance tant sur la faune que la flore, et pouvait effectivement quelque part utiliser la planète à son bon gré. On en voit effectivement les résultats aujourd'hui. On sait que quelque part, et certainement la génération là qui est devant moi, risque de payer des prix qui sont beaucoup plus forts. Et donc il y a des engagements importants qui doivent être pris à ce moment-là, à ce niveau-là, et d'ailleurs à réfléchir s'il est logique et normal de considérer qu'effectivement l'homme a cette capacité d'utiliser et d'épuiser tant les ressources naturelles, la biodiversité, et nuire autant à la planète sur laquelle il vit. Mais bon, voilà, ça vaudrait à mon avis la peine aussi de faire toute une conférence rien que sur ce sujet-là. Donc, enjeux environnementaux et climatiques, phénomène de sous-traitance aussi, ça de plus en plus, ça, on l'observe partout. Je suppose qu'ici à l'université, alors qu'avant, les travailleurs, les travailleuses du nettoyage étaient engagés par l'université, c'est plus le cas partout. Et donc, délai, on est évidemment l'exemple. Donc, les entreprises, quelque part, en sous-traitant, en faisant plus ou moins des appels d'offres, d'ailleurs, pour celles du secteur public, reportent quelque part aussi la responsabilité et permettent une flexibilité, une déresponsabilisation. Et donc, ça veut dire aussi que quand, quelque part, il y a des décisions qui sont prises par rapport à un donneur d'ordre premier, ça a des répercussions sans prise de responsabilité par rapport aux sous-traitants. Mais c'est un phénomène avec lequel nous, on doit vivre et tenir aussi. Donc, à réfléchir aussi, d'ailleurs, si à un moment donné, il ne doit pas y avoir une responsabilisation tout au long de cette chaîne de sous-traitance. Autre phénomène, en tout cas, qu'on observe de plus en plus, c'est la question de le thème va peut-être un peu vous choquer, mais c'est la souffrance au travail. Avec des phénomènes de burn-out, d'explosion du burn-out, l'explosion aussi du nombre de personnes en incapacité de travail. Donc déjà depuis quelques années, les personnes qui sont en incapacité de travail, donc ce qu'on appelle sur la mutuelle, en maladie, de plus ou moins longue durée, ont dépassé le chômage. Donc il y en a 600 000 en Belgique, alors qu'il y a environ 400 000 demandeurs d'emploi. Et ça, il va falloir effectivement en tenir compte, je pense, dans les années à venir et peut-être lutter contre cette question de souffrance au travail. Alors, souffrance au travail qui découle de quoi ? Qui découle quand même d'une intensification du rythme de travail, l'augmentation de la productivité. Par exemple, voilà, les travailleuses du nettoyage dont je vous parlais tout à l'heure, souvent d'ailleurs ce sont des appels d'offres qui sont faits pour cette sous-traitance. Et c'est souvent d'ailleurs une compression qui est faite des conditions de travail et du temps de travail. On leur demande de faire de plus en plus vite, tout ça est chronométré. Donc même dans des secteurs comme ceux-là, sans parler même dans des entreprises que vous allez sans doute fréquenter dans votre carrière professionnelle, le système mérite, vous le connaissez sans doute aussi, c'est-à-dire que chaque année, on doit avoir des objectifs, et puis des objectifs encore plus importants que les objectifs, puisque en grande partie, la rémunération dépend du dépassement des objectifs des années précédentes. Et donc, c'est un peu un phénomène de fou, et sans fin d'ailleurs, et qui épuise évidemment, puisque quand on doit faire des objectifs encore plus importants qu'on s'est déjà donné, enfin voilà. Donc à réfléchir aussi, et ça peut questionner par rapport à un système au mérite qui existe de plus en plus dans les entreprises. Mais donc voilà, la question de la souffrance au travail, la question donc des dualités sociales et sociétales, de plus en plus, et c'est évidemment lié à un autre phénomène. Et autres enjeux, on vous parle évidemment de plus en plus de digitalisation, d'informatisation, d'intelligence artificielle.
Donc ça, c'est un réel phénomène avec des risques de substitution d'emplois. Et d'ailleurs, ça touche quasiment tous les secteurs de l'économie. Hein. Ne rêvons pas, tant les plus élaborés et autres. Mais ça signifie aussi que quelque part, il y a une dualité qui se fait de plus en plus importante entre les travailleurs peu qualifiés et les moyennement qualifiés. Oui, voilà. Après, j'irai quand même dans le vif du sujet. Entre les peu qualifiés et les moyennement qualifiés, il y a aussi une dualité entre les bas salaires et les hauts salaires, souvent liés d'ailleurs à cette qualification, quoique. Hein, il y a une dualité. Enfin, quand on regarde d'ailleurs les secteurs genrés, les secteurs du care et autres, ou de l'enseignement, est-il normal d'ailleurs dans ce pays que les salaires y soient si bas? Et alors la dualité aussi au niveau de l'origine, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà, alors par rapport à tout ça, il y a de plus en plus une modification, donc un autre phénomène qu'on observe, et certainement en tout cas le Covid nous a encore plus propulsé par rapport à ça, c'est une modification des attentes des travailleurs. Moi, quand je vois de plus en plus les menus des formations en RH, c'est comment attirer les jeunes talents, comment faire en sorte que les travailleurs, les maintenir effectivement dans nos entreprises. On sait que les jeunes, et c'est peut-être eux qui nous sauveront, adhèrent de moins en moins justement à ce mode de travail et d'entreprise qui épuise. Et donc voilà, les entreprises se posent de plus en plus de questions par rapport à ça. Voilà, je vais peut-être y répondre sur la manière dont, selon moi, il faudrait dessiner en tout cas une entreprise idéale. Mais donc voilà, de plus en plus de volatilité, difficulté à s'engager ou pas de volonté de s'engager, en tout cas certainement plus pour toute la vie dans une entreprise. Et puis des départs précoces. Alors même si on n'a pas assisté comme aux États-Unis à une grande vague de démissions, il y a quand même effectivement le fait que les entreprises se posent des questions sur comment maintenir et attirer les talents et les personnes qualifiées. Et puis, dernier point, mais ça je vais devoir effectivement aller très très vite, il y a une remise en question des institutions, quelles qu'elles soient, hein, les partis politiques et autres. Et il y a des tendances au populisme et aux solutions un peu raccourcies qui, à mon avis, sont assez dangereuses. Et je ne pense pas d'ailleurs particulièrement permettre la prospérité ou de vivre dans des sociétés apaisées. Voilà, on a vu le résultat des dernières élections, d'ailleurs aux Pays-Bas, alors qu'ils sont quasiment en plein emploi, que c'est une économie qui tourne. Voilà, il y a des préoccupations, en tout cas, nous, en tant qu'organisation syndicale, qui nous font froid dans le dos par rapport à des tendances qui sont... Voilà, on sait qu'aussi en Belgique, il y a bientôt des élections et on craint parfois, on craint déjà le pire pour le résultat des élections au nord du pays. Et je pense que ce n'est pas un terreau fertile ni pour les entreprises, ni pour les travailleurs qu'on représente. Et donc, face à ces défis, voilà, puisqu'on me demande en 5-10 minutes d'essayer de tracer en tout cas les contours de ce qu'une entreprise ou en tout cas une organisation devrait en tout cas prendre en compte par rapport à ces différents défis. D'abord, donc une entreprise doit-elle être modèle ou exemplaire d'ailleurs, puisque le principe d'exemplarité devient de plus en plus important dans notre société. D'abord, se poser la question, c'est est-ce que le profit est une fin en soi ? Je vous ai parlé tout à l'heure aussi du rapport capital-travail. Depuis, effectivement, qu'il y a une loi de 96 et que les salaires sont bloqués par une norme salariale qui maintenant est devenue d'ailleurs impérative depuis 2010, on observe qu'il y a une financiarisation de l'économie, c'est-à-dire la part des salaires dans la richesse qui est créée diminue, alors que les dividendes, pourtant la loi de 96 prévoyait qu'on pouvait éventuellement mettre aussi une norme par rapport aux dividendes, elles explosent. Voilà. C'était le cas avant le Covid, c'était le cas pour certaines pendant le Covid, c'était le cas après aussi. Voilà, donc est-ce que le profit est une fin en soi ? Voilà, il y a d'autres modèles. Le deuxième intervenant va vous parler beaucoup mieux que moi d'économie sociale et solidaire ou d'entreprise à finalité sociale. Donc voilà, quand même se poser la question si dans notre société, il y a uniquement les services publics ou ce qu'on appelle le secteur non marchand qui doivent être dédicacés finalement à des services pour le bien-être ou des services à connotation sociale pour la société. Est-ce que quelque part, les entreprises ne devraient pas le faire aussi ? Est-ce que des entreprises d'ailleurs à caractère commercial ou productif ne devraient pas le faire aussi ? Alors depuis 1995, en Belgique, il y a un statut spécifique pour ces entreprises à finalité sociale. Visiblement, ce n'est pas un grand succès, ça ne marche pas. Or, on va le voir tout à l'heure, ces entreprises d'ailleurs ont une caractéristique qui est de rester locales, de produire local, d'avoir des emplois locaux. Ça, c'est peut-être un des autres défis par rapport justement à cette délocalisation des emplois et de mondialisation de l'économie. Donc voilà, il faudrait sans doute dans une prochaine mandature travailler à ça, mais bon, on n'est quand même pas
Ne rêvons pas dans un monde des bisounours, on est quand même toujours dans un monde avec une économie capitaliste ou néolibérale selon la manière dont on l'appelle, avec effectivement une majorité d'entreprises qui sont, en dehors évidemment des services publics ou du non marchand, des entreprises qui visent à faire du profit. Donc il y a un capital qui est investi et l'objectif effectivement est d'avoir un rendement sur ce capital. Et donc, par rapport à ça, voilà, est-ce que quand même, malgré ça, dans ces entreprises, ou même dans toutes les entreprises, même c'est la finalité sociale, même les services publics, même le non-marchand, il n'y a pas, justement, par rapport aux défis que je viens de citer tout à l'heure, des aspects à tenir à l'œil. Donc voilà, même si, effectivement, on est dans une société à profit, voilà, donc là, je ne vais pas vous étonner, selon moi, évidemment, une entreprise qui est vertueuse, exemplaire, modèle, doit avoir une concertation sociale qui fonctionne. Alors, c'est parfois compliqué, c'est bien clair, hein, ce n'est pas toujours simple pour un employeur de devoir négocier. Mais d'un autre côté, ce modèle de concertation, il est basé aussi sur un win-win. Voilà, d'une manière ou d'une autre, quand il y a aussi, quand il se passe bien, quand il y a un respect, quand quelque part les équilibres sont faits, voilà, parfois aussi les employeurs sont alertés sur des questions de santé, sécurité au travail. Donc voilà, cette concertation sociale, elle doit bien fonctionner. On pourrait en parler pendant très très longtemps, et pas qu'au niveau d'ailleurs national. Enfin, elle est mise à mal de plus en plus au niveau interprofessionnel national, dont je parlais tout à l'heure, au niveau du Conseil national du travail. C'est compliqué de négocier ce qu'on appelle les accords interprofessionnels. Dans les secteurs, c'est parfois compliqué. Beaucoup voudraient d'ailleurs délocaliser cette concertation au niveau des entreprises. Mais voilà, cette concertation sociale, en tout cas, moi j'y crois et je pense qu'effectivement, c'est un modèle vertueux. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres aspects parce que ça ne suffit pas. Je pense qu'effectivement, par rapport aux défis dont on vient de parler, notamment le fait que les jeunes, ou en tout cas il y a un mal-être au travail, avoir un salaire, même si c'est important, et rappeler quand même que le salaire est aussi, nos salaires sont aussi un moteur de l'économie pour beaucoup d'entreprises qui sont quand même implantées ici, et à ne pas toujours voir comme des ennemis. Mais voilà, au-delà de ça, et dans d'autres aspects de win-win, il y a effectivement la question de la relocalisation. Donc voilà, comment faire en sorte que les entreprises reviennent ici. Alors, c'est un défi, évidemment, auquel l'économie sociale et solidaire peut répondre, mais les autres entreprises aussi. Pas besoin de vous dire que pendant la crise du Covid, on s'est soudain rendu compte qu'on n'avait pas d'entreprise qui pouvait fabriquer des masques. Il y avait toute une série de choses qui nous manquaient parce qu'effectivement, pas produits sur le territoire ici. Si vous allez maintenant dans des pharmacies, il y a toute une série de produits pharmaceutiques qui sont en pénurie, qu'on n'arrive pas à avoir parce qu'effectivement, ils sont produits ailleurs et on a très peu de levier par rapport à ça. Donc voilà, donc la question de la relocalisation, c'est de créer de la richesse ici, c'est d'avoir assez de créer des emplois ici, mais c'est aussi quelque part de s'assurer toute une série d'accès à des biens, de ne pas dépendre uniquement du bon vouloir, en tout cas de la production de la Chine ou d'autres pays comme ceux-là. Je vais juste vous lire un belga qui est sorti assez récemment. C'est une étude de la KEL qui dit que les entreprises avec des actionnaires socialement engagés s'implantent moins à l'étranger. Et donc, qui nous dit que par actionnaires socialement engagés, les chercheurs entendent les personnes qui ne se contentent pas de regarder les bénéfices de l'entreprise, mais qui prennent également en compte les intérêts des travailleurs, des citoyens, de la communauté locale, du climat. Donc voilà, par rapport effectivement à ça, je pense que c'est important. Donc l'engagement des entreprises par rapport effectivement aux différents aspects que je viens de citer et que je vais peut-être un peu rapidement en tout cas vous développer, est évidemment essentiel. Mais donc il y a la question globalement, et certainement par rapport aux jeunes, et certainement par rapport aux problèmes de burn-out, et certainement par rapport à la question de l'engagement aussi des travailleurs dans leur entreprise, il y a la question du sens au travail. Certainement beaucoup de burn-out ou beaucoup de problèmes, en tout cas d'éloignement des travailleurs par rapport à l'entreprise, sont liés à la question du sens au travail. Et quand je parle de sens au travail, il ne s'agit pas uniquement d'avoir des chartes dans les entreprises. J'ai souvent l'impression que les entreprises qui ont des chartes de responsabilité sociale des entreprises sont peut-être celles qui essayent d'afficher quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on dit transparence, intégrité, solidarité que ça y est. Donc vraiment, le sens au travail, il doit être plus global, il doit être très clairement affiché, je pense, à tous les échelons de l'entreprise. Et donc, voilà, pas simplement des slogans, mais des vrais engagements par rapport à la question du sens au travail.
Et c'est compris aussi, effectivement, dans l'engagement social et sociétal d'une entreprise. Alors évidemment, l'entreprise idéale, elle doit aussi être engagée dans le bien-être de ses travailleurs et pas qu'une question de réduire l'intensification du travail, mais enfin si, quand même aussi. C'est lié à la question du sens au travail. C'est un cercle vertueux et ça doit être quelque part à tous les échelons. Il faut quelque part aussi que le CEO de l'entreprise soit vraiment convaincu que le bien-être de ses travailleurs, et donc questionner des systèmes au mérite dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire sky is the limit dans la productivité et dans les objectifs et les targets à atteindre. Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire le mieux fonctionner l'entreprise, en tout cas la rendre plus profitable? Je pense qu'à court terme, sans doute, voilà, en épuisant les travailleurs, sans doute. Mais sur le long terme, certainement, si on veut garder les talents, c'est peut-être plus compliqué. Il y a effectivement sur le bien-être, il y a la question du droit à la déconnexion, parce que vous savez aussi que de plus en plus le télétravail fait en sorte qu'il y a de moins en moins d'étanchéité aussi entre vie privée et vie professionnelle. La digitalisation, voilà, il y a des enjeux aussi à voir par rapport à ça. Au niveau du bien-être des travailleurs, et puis ça va rejoindre un autre aspect que je vais aussi très vite citer, il y a la question de la conciliation vie privée, vie professionnelle. Voilà. Et certainement, en tout cas pour les jeunes, certainement pour assurer la participation des femmes au marché du travail, parce qu'on sait que malheureusement la répartition des tâches à la maison est toujours très inégalitaire, et que si on a un ou une des deux qui doit réduire son temps de travail, ou en tout cas assurer plus de charges, c'est malheureusement souvent la maman dès que les enfants sont arrivés. On voit ça dans les évolutions de carrière. Mais donc voilà, donc préoccupé par donc sens au travail, préoccupé par le bien-être des travailleurs, engagé dans la transition juste. Ça a aussi un lien avec le sens au travail, avec voilà. Donc il faut savoir qu'au niveau de Bruxelles, on a ce qu'on appelle un réseau qui s'appelle BRIS, qui est intersyndical, les 3 organisations syndicales, où on forme nos délégués sur les questions d'enjeux environnementaux et autres, pour pouvoir, notamment dans les conseils d'entreprise. C'est vraiment un enjeu important aussi pour les entreprises, pour trouver... Et je crois que demain, ça peut être un enjeu en matière de compétitivité des entreprises, vraiment. On peut s'aligner et mieux par rapport, certainement quand on voit voilà, l'évolution et comment on a subi aussi la crise énergétique et l'envolée effectivement des énergies fossiles à ce niveau-là. Donc je pense qu'effectivement s'engager dans la transition juste, mais donc avec un accompagnement social et la formation des travailleurs lorsqu'il faudra voilà, changer, transformer les travailleurs qui travaillent, on va dire, à faire des voitures avec des moteurs bien polluants et demain, effectivement, les former à d'autres choses. Donc, engagé dans la transition juste, engagé aussi dans la formation des travailleurs. Ça, c'est pour répondre aussi à l'enjeu de la digitalisation. C'est pour répondre à l'enjeu de cette fameuse transition juste. Mais c'est aussi un enjeu de société. Voilà. De plus en plus, les employeurs, lorsqu'ils mettent une annonce pour engager quelqu'un, ils veulent quelqu'un que quelque part, qui s'est déjà formé tout seul, que l'enseignement a formé sur mesure. Bizarrement, il y a des pays comme l'Allemagne qui, elles, s'engagent dans la formation en alternance des jeunes et qui, effectivement, voilà, permettent à des jeunes peu qualifiés de rentrer dans l'entreprise avec la formation en alternance. Voilà. En Belgique, on n'a pas du tout cette conscience-là, en tout cas cet engagement-là, et je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose d'important, mais aussi la formation des travailleurs tout au long de la vie, en ne s'attendant pas à ce que ce soit uniquement les organismes de formation régionaux ou simplement le travailleur lui-même qui se forme. C'est aussi vraiment, à mon avis, un retour sur investissement, en tout cas pour les entreprises. Ce sont des entreprises qui sont engagées donc, au niveau du genre. Je ne vais pas y revenir. Il y a suffisamment aussi de statistiques qui montrent que les entreprises avec plus de femmes sont des entreprises avec de meilleures performances. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Banque européenne d'investissement, et avec une résistance aussi en temps de crise. Or, Jump a sorti, donc, qui est une organisation belge basée sur le genre, a fait en tout cas une analyse justement des entreprises du Belvin et montre bien que si les femmes sont présentes dans les conseils d'administration, pas dans les postes exécutifs, voilà, il y a des questions à se poser. Il y a aussi le genre, que ce soit au niveau des travailleurs et travailleuses, mais que ce soit aussi au niveau des postes de direction dans les entreprises. Puis dernier point, très vite, c'est l'inclusion. Voilà, c'est l'inclusion, effectivement. Une entreprise doit être inclusive. Alors, on nous dira que la discrimination à l'embauche, ça n'existe pas. Moi, je peux vous dire en tout cas que sur Bruxelles, on a quand même un gros souci. Juste une statistique, et d'ailleurs c'est un représentant de la Banque nationale qui était venu nous faire une présentation récemment, qui montre qu'à Bruxelles, alors qui est une ville de grande diversité d'ailleurs, donc les travailleurs, le taux d'emploi des travailleurs
qui pourtant disposent d'un minimum d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. À Bruxelles, c'est 50%. Et pour le reste de la Belgique, c'est 64%. Donc il y a effectivement le fait d'être inclusif, de lutter contre les discriminations, selon moi, ça fait aussi partie du contour à donner à une organisation modèle. Voilà, j'ai été un peu longue. Merci pour votre attention. Mais donc voilà, une entreprise modèle, c'est une entreprise qui est basée, qui peut-être met un peu plus le profit de côté et un peu plus l'humain et l'environnement à la lumière. Merci beaucoup. Je vais donner le micro à Timothée. Merci beaucoup Estelle. On aura l'occasion de revenir peut-être, ou en tout cas à travers des questions d'étudiants ou d'autres participants, à la fin sur certains éléments. Voilà, je vais donner la parole directement du coup à Timothée pour la suite, dans la continuité ou pas de la présentation d'Estelle, pour à nouveau une trentaine de minutes. Merci beaucoup pour votre invitation et votre accueil, et puis ravi d'intervenir à l'ULB, c'est ma grande première. Voilà, donc et merci aussi pour le propos préalable, donc je serai assez en complémentarité effectivement. Alors peut-être un premier élément sur cette question de l'entreprise ou de l'organisation modèle, c'est que je vais vous parler, je vais partir d'un exemple français, mais je vais de suite élargir le sujet. En France, en 2019, le gouvernement a fait adopter par le Parlement une loi qui s'appelle la loi Pacte, dans laquelle a été créée une qualité d'entreprise tout à fait particulière, inspirée d'ailleurs des modèles américains et notamment des B Corps, donc aux États-Unis, qui est la qualité d'entreprise à mission. Voilà, donc c'est un cadre juridique un peu particulier qui a été donc transposé en France, mais qui vient à l'origine plutôt des États-Unis. L'idée, en fait, alors ça l'a fait à 3 niveaux en réalité. Il y a d'abord eu une modification du Code civil. Code civil, plus de 2 siècles d'histoire dans le cas français, avec dans le Code civil l'entreprise qui est définie au fond par deux éléments. Un, l'entreprise, c'est les intérêts associés, donc c'est les détenteurs du capital. C'est pas le travail, c'est les détenteurs du capital, l'entreprise. Donc c'est une vision évidemment un peu réductrice de l'entreprise. Et deuxième, donc ça fait le lien, je pense, avec ce qui vient de vous être dit avant. Et deuxième élément, c'est la finalité de l'entreprise, c'est la recherche de bénéfices. Ce qu'on retrouvait d'ailleurs donc c'était que ça, voilà, c'était écrit comme ça dans le Code civil, et c'était d'ailleurs, si vous reprenez des gens comme Milton Friedman et autres, bien plus tard, dans les années 50-60, Milton Friedman expliquait que la RSE, évidemment, n'avait aucun droit de citer d'une certaine façon, et que la seule mission, la seule raison d'être d'une entreprise, c'était de faire des profits. Voilà, effectivement, et c'était certainement pas de se soucier d'autres éléments. D'accord ? Donc on est dans cette vision-là dans le Code civil. Ce Code civil a été modifié avec l'idée que maintenant il faut avoir, alors c'est toujours les intérêts associés, je vous rassure, ça n'a pas été modifié, mais par contre la recherche de bénéfices doit être pondérée d'une prise en compte d'enjeux sociaux et environnementaux. Voilà, c'est-à-dire qu'au fond, l'entreprise, elle doit rechercher des bénéfices, mais prendre en compte ses externalités négatives sur les aspects sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est une première modification importante. On ne touche pas au Code civil tous les jours, et surtout pas quand il s'agit des entreprises. Donc ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, les entreprises peuvent se doter d'une raison d'être. La raison d'être de l'entreprise. Est-ce que la raison d'être de l'entreprise, c'est seulement de faire des bénéfices ? Non, a priori, peuvent avoir d'autres objectifs. Par exemple, si vous prenez le cas, alors il y a eu un cas un peu médiatisé, mais ça s'était mal terminé pour son dirigeant puisqu'il s'est fait virer, mais c'était le cas de Danone qui a dit on va se doter d'une raison d'être. Donc la raison d'être, si vous voulez, de Danone, ça va être de bien nourrir l'humanité de manière durable, équitable, etc. On va dire un truc comme ça. Vous pouvez prendre n'importe quelle grande organisation, elle peut, donner du sens quelque part à son activité de cette façon-là. Mais disons, c'est une manière de mobiliser les collaborateurs. On est dans une approche managériale en réalité de l'entreprise, parce que c'est une manière de mobiliser les collaborateurs, éventuellement les parties prenantes, autour de l'objet social finalement de l'entreprise. Mais ça n'a pas d'implication, je dirais, juridique à ce stade. Et troisième niveau, c'est là qu'on devient une société à mission, puisque le concept d'entreprise d'ailleurs n'est pas défini juridiquement, on parle d'une société. Donc c'est une société à mission. Et là, l'entreprise effectivement peut inscrire dans ses statuts, donc c'est là qu'on dit qu'elle a une qualité de société à mission. L'entreprise inscrit dans ses statuts des objectifs sociaux et environnementaux qui doivent être bien définis. Alors en général, ils font attention parce que c'est opposable juridiquement. Donc évidemment, ils donnent des objectifs qui sont bas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie d'aller plus loin, mais c'est pour éviter le risque juridique notamment. Mais en tout cas, ils se dotent d'objectifs sociaux et environnementaux en plus de leur raison d'être, donc des objectifs qui peuvent être chiffrés. Et ensuite, ils se dotent de 2 outils. D'une part, un comité de mission
Dans ce comité de mission, là c'est une structure, en fait c'est une instance ad hoc à côté de l'entreprise. Donc là, on ne touche pas au cœur de la gouvernance de l'entreprise, mais on crée une structure ad hoc dans laquelle la seule obligation de présence, c'est un salarié. Voilà. Il y a obligatoirement au moins un salarié présent. Et après, c'est à la main de l'entreprise. Donc elle peut décider de faire venir des ONG, alors souvent faire venir des universitaires, des experts, voilà. Mais on peut faire venir des ONG en plus. Voilà. Donc vous voyez, c'est l'idée d'avoir en tout cas des gens qui vont venir questionner un petit peu cette mission et voir si elle est effectivement mise en œuvre, la challenger, essayer de l'enrichir. Bon, ça va être ça. Et puis à côté de ça, dernier point, il y a un autre aspect, c'est une instance tierce, des organismes indépendants qui vont venir faire un audit en fait de cette mission, vérifier si véritablement les objectifs sont atteints. Donc il y a un rapport qui va être donné ensuite, examiné par le comité de mission, etc. Bon, vous voyez, donc c'est ça le fonctionnement de la société à mission. Donc là, on est dans une question, au fond, on pose la question de la finalité de l'entreprise en réalité. C'est-à-dire que vous le voyez à travers cet exemple, c'est qu'on ne pose absolument pas la question des modalités d'organisation de l'entreprise, ni la question du travail. On pose la question de la finalité de l'entreprise. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous disiez sur le sens au travail, le sens finalement serait réduit à la question des finalités de l'entreprise. Pourquoi finalement je produis Quelle est la finalité de ce que je produis ? Que ce soit un bien ou un service, quelle est sa finalité ? Voilà, on va se questionner là-dessus. Et vous voyez, avec différents niveaux, est-ce qu'on est simplement sur la prise en compte d'externalités négatives ou est-ce qu'au contraire, on pense que la finalité doit être au cœur du business model ? Vous voyez, avec les implications que ça peut avoir derrière. Bon. Donc il y a ce questionnement-là, en tout cas, derrière ce sujet. C'est pour ça que je partais de cet exemple pour vous montrer, effectivement, sur la question du sens, on a un sujet. Mais, je vous disais, donc, on ne pose pas la question des moyens. Or, les moyens sont clés, en réalité, pour atteindre la finalité. Voilà, il est évident que s'il n'y a pas d'adéquation entre les deux, eh bien, la finalité va être difficilement atteinte. Et donc, je vais revenir, moi, dans mon propos, sur deux dimensions. La première question qui a été déjà un peu abordée, c'est la question des rapports capital-travail. Donc ça, c'est un premier niveau. Et une deuxième question que je vais poser, c'est la question du rapport entreprise-territoire. Voilà, c'est deux manières peut-être d'aborder le sujet que j'aimerais vous proposer. Alors concernant capital-travail, il y a deux façons de l'aborder. Vous avez par exemple en Belgique quelqu'un qui s'appelle Isabelle Ferreira, qui est assez connue par ici, et qui défend l'idée d'un bicamérisme économique. C'est-à-dire, l'idée, c'est dans l'entreprise, il faudrait qu'il y ait une cogestion, au fond, qui soit à l'œuvre, un peu comme ça se fait en Allemagne, même si en Allemagne, ce n'est pas totalement abouti. Là, ça irait plus loin, en réalité. Et donc, cette logique du bicamérisme économique, ce serait qu'il y ait dans l'entreprise, au fond, comme au Parlement, il y a deux chambres, eh bien, vous auriez deux chambres dans l'entreprise, une chambre pour le capital et une chambre pour le travail. Et donc, on reconnaîtrait, au fond, l'apport du capital comme l'apport du travail. Et donc ça se traduirait démocratiquement. Donc il faudrait que finalement ces deux entités se mettent d'accord pour la conduite de l'entreprise. Voilà. Donc avec une logique, vous voyez, de contre-pouvoir qui s'organiserait et qui permettrait de réconcilier au fond les classes et les intérêts d'une certaine façon à travers cela. Donc ça, c'est la logique qui vise à reconnaître la place du travail, l'apport du travail. Ça, vous l'avez par exemple en France. Je vous citerai un statut qui existe en France, je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent en Belgique, donc je vous le signale. Il y a un statut qui existe, qui est très peu utilisé, mais qui est un statut très ancien, qui date en fait de 1917, vous voyez, une loi Aristide Briand, qui avait créé ça, qui s'appelle la SAPO, la Société Anonyme à Participation Ouvrière. Donc c'est des sociétés anonymes qui décident de se doter d'une participation dite ouvrière. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été modifié dans la loi. Maintenant, on parle des salariés, évidemment, plutôt que des ouvriers. On n'est plus dans des sociétés... on est toujours en réalité dans des sociétés industrielles, mais en tout cas, elles ne se matérialisent plus uniquement par une forte présence ouvrière. Il y a plutôt un déclin de ce point de vue. Et donc, une diversification, en tout cas, des catégories socio-professionnelles. Et donc, ça explique qu'on parle plutôt de salariés. Mais en tout cas, l'idée, c'est que dans l'entreprise, dans les statuts de l'entreprise, de la société anonyme, on va créer une espèce de collège, en fait. Donc c'est cette société à participation ouvrière, donc une sorte de collège dans lequel l'ensemble des salariés va être représenté. Donc la totalité, s'ils ont au moins 6 mois, je crois, d'ancienneté, c'est 6 mois ou 1 an, j'ai oublié, mais peu importe. S'ils ont au moins un temps, vous voyez, un temps minimal d'ancienneté, tous les salariés sont présents dans ce collège. Et le fait de créer cette SAPO, donc cette coopérative, en fait, on parle d'une coopérative d'une coopérative de participation ouvrière. Donc, si on crée cette espèce de collège au sein des statuts, eh bien, les salariés peuvent participer à la gouvernance. Donc, ils intègrent les différentes instances de l'entreprise, de gouvernance de l'entreprise. Vous voyez, donc ça va bien plus loin que la loi Pacte. Ce n'est pas un comité ad hoc. Là, on va dans les instances de l'entreprise. Et ils peuvent participer aux bénéfices. D'accord ?
Ça, c'est important parce que ça veut... Alors après, le deuxième point, c'est quelle est la proportion. Ça peut être 10%, c'est-à-dire que par exemple, l'entreprise peut dire je donne 10% de part de travail et je garde 90% pour le capital. Mais ça peut être 50%, ça peut être 80%, 90% pour les travailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est à la liberté de l'entreprise. Et donc, on reconnaît finalement l'apport en travail qui est à travers à la fois la participation démocratique et la participation aux bénéfices. Donc ça, c'est un statut qui existe en France. Aujourd'hui, il en existe une vingtaine d'entreprises comme ça. Vous voyez, c'est assez minoritaire, mais ça a le mérite d'exister. Et donc là, mais si vous voulez, c'est une concrétisation en fait du bicamérisme économique tel qu'il est promu actuellement par Isabelle Ferreira. Et puis il y a des grandes organisations syndicales qui défendent ça. Moi, en France, il y a la CFDT qui défend cette idée-là. Bon, et puis d'autres syndicats. Donc vous avez des approches de ce type. Après, mais ça, bon, vous voyez, la limite de ça, c'est qu'évidemment, vous reconnaissez l'apport en travail, mais vous le décorrélez finalement du capital, de l'accès au capital. C'est-à-dire que les travailleurs ont des parts de travail, voilà, reconnues, mais ils n'ont pas accès au capital, ils n'ont pas racheté du capital ou on ne leur en a pas donné. Et une deuxième approche qui est possible, c'est d'aligner effectivement le travail et le capital. Alors là, ça renvoie à deux types de modèles. Donc deux sous-catégories. La première, c'est les coopératives qui ont été évoquées. Donc les coopératives, parce qu'il faut savoir que dans l'économie sociale et solidaire, si on parle du travail, il n'y a que les SCOP, les coopératives ouvrières de production en fait, qui donnent des droits aux travailleurs. On va être clair, dans l'ESS, sinon, ce sont les adhérents, ce sont les bénéficiaires de l'activité qui sont partie prenante de la gouvernance démocratique de l'entreprise. C'est important parce que ce ne sont pas forcément les travailleurs. Dans une mutuelle, ce ne sont pas les travailleurs qui ont la main. Ce sont les sociétaires. Ce sont les personnes qui sont membres de cette mutuelle, qui sont les clients en fait. Voilà. Dans les associations, c'est pareil. Ce sont les membres de l'association qui sont souverains dans l'association. C'est l'AG qui a le pouvoir, qui est la source du pouvoir dans une association. Et les salariés, éventuellement, on peut leur donner dans un collège une place, mais ce ne sont pas eux qui sont les détenteurs de ce pouvoir. Voilà. La seule organisation qui donne le pouvoir aux travailleurs, pas dire que les autres ne sont pas démocratiques, mais la seule organisation qui donne le pouvoir aux travailleurs, ce sont les SCOP. Donc les SCOP, si je prends le cas français, vous avez donc à peu près un peu plus de 4000 SCOP aujourd'hui en France, ça représente un peu plus de 80 000 salariés. C'est en croissance actuellement, croissance assez forte, liée aussi à ces nouvelles aspirations des travailleurs. Et dans ces scopes, vous avez à peu près 70% des salariés qui sont réellement détenteurs de parts du capital. Parce que tous les salariés, ce n'est pas le cas. D'abord, il faut un niveau d'ancienneté, et puis il faut faire le choix de racheter des parts du capital. 70%, c'est déjà pas mal. Donc, ils sont sociétaires véritablement de ces entreprises. Et ensuite, ces scopes, donc, ça veut dire qu'elles sont quand même pilotées par les salariés, puisque, à minima, il faut que 51% des droits de vote soient aux salariés. Vous pouvez avoir des investisseurs externes qui ont aussi des parts de voix, etc. Mais 51% des voix, minimum, donc ça veut dire la gouvernance de l'entreprise, c'est les salariés. Voilà, ça c'est un premier point. Donc ça, c'est quand même une spécificité assez forte. Voilà. Donc là, vous avez des entreprises qui sont véritablement à la main de leurs salariés. Autre aspect, c'est que par rapport à la question du profit qui était évoquée, faut-il abolir le profit? Dans le cas des SCOP, le profit n'est pas aboli, mais il est maîtrisé. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des bénéfices qui sont faits, ces bénéfices, ils sont répartis de trois façons dans l'entreprise. Ils peuvent être donnés à l'entreprise elle-même. Il y a une part entreprise, une part travail, une part capital. Donc il y a l'idée d'abord de réinvestir l'argent dans l'entreprise. D'accord ? Donc normalement, c'est minimum 16% des bénéfices qui doivent être affectés dans l'entreprise. Dans les faits, c'est 45%. Voilà. Dans les faits, 45% des bénéfices réalisés par les SCOP sont remis dans l'entreprise elle-même, dans l'outil de production pour son développement, son maintien, sa pérennité. Deuxième élément, c'est la part travail. Normalement, elle est de minimum, je crois, 25%. Et là, elle est de 40% dans les faits. C'est-à-dire qu'on donne finalement une part de la valeur créée aux salariés au titre du fait qu'ils sont travailleurs. D'accord ? Et ensuite, on rémunère le capital. Donc le capital, normalement, c'est maximum 33%, d'accord, qui est rémunéré. Donc les sociétaires, je rappelle, il se trouve que c'est des travailleurs. Les détenteurs du capital, il se trouve que c'est 70% des travailleurs de l'entreprise. Voyez. Mais normalement, c'est limité à 33%. Dans les faits, c'est 15%. D'accord ? Donc on rémunère un peu le capital, mais de manière très maîtrisée, voyez, par rapport au reste. On rémunère finalement le rapport de force, vous voyez, capital-travail, est complètement renversé là.
Donc ça, et par ailleurs, l'essentiel va quand même à l'outil de production, puisqu'en fait, on est dans des logiques collectives. C'est un point important. D'ailleurs, les droits de vote, et j'en finis par là pour la description du modèle des scopes, les droits de vote ne sont pas liés à la part de détention du capital, c'est-à-dire peu importe le nombre de parts sociales que vous détenez, c'est une personne, une voix. D'accord ? Il y a une décorrélation entre la gouvernance démocratique et la détention du capital. Voilà. Ok, ça c'est un dernier point qui est important. Donc on est véritablement sur une propriété qui est collective. C'est ce qui explique que la rémunération du capital est si faible par rapport à la rémunération du travail et surtout à la rémunération de l'entreprise elle-même. On est sur un outil collectif. D'accord ? C'est ce qui explique que dans le cas des scopes, par exemple, vous avez moins de licenciements. C'est-à-dire que très souvent, ce qui va se passer, c'est que quand une entreprise traverse des difficultés économiques, elle peut parfois licencier parce qu'elle est obligée, son modèle économique lui impose, mais très souvent, elle va essayer plutôt, et ça va être accepté collectivement, de réduire un peu les salaires pour pouvoir passer cette période difficile. Et puis quand ça va mieux, on va réaugmenter les salaires, on va donner des primes, etc. Évidemment. Parce que collectivement, on le décide. C'est ce qui fait d'ailleurs des difficultés par rapport aux syndicats parfois, parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on réduise les salaires. Mais dans le cas des scopes, c'est ce qui évite les licenciements en l'occurrence, et c'est décidé collectivement par les travailleurs eux-mêmes. Donc bon, ma foi, voilà. Donc vous avez ce type de modèle. Après, vous avez un autre modèle, et là j'y travaille beaucoup avec un petit réseau international, et c'est notamment Christophe qui est là, Christophe Sante, qui est à la manœuvre sur ces sujets. Il n'a pas fait un déplacement très long puisqu'il est de Bruxelles. Mais du coup, c'est une implantation d'un modèle américain qui s'appelle les ESOP. C'est une autre manière d'appréhender le sujet. Les ESOP, vous ne connaissez sans doute pas, parce que c'est très peu présent au niveau européen. C'est présent en Angleterre, à vrai dire, à travers les EOT. Mais les ESOP, en fait, c'est Employee Stock Ownership, et le P, c'est plan. Voilà, plan. Employee Stock Ownership Plan. Donc c'est l'idée que l'entreprise va créer donc une entreprise. Alors juste je précise immédiatement, aux États-Unis, qui est un pays un peu libéral, en tout cas peu connu pour ses tendances communistes, eh bien les ESOP, et je vais vous décrire après de quoi il s'agit, ça concerne 14 millions de salariés aux États-Unis. D'accord ? Donc c'est pas tout à fait un élément marginal ou mineur aux États-Unis. Et en fait, les ESOP aux États-Unis, c'est assimilé au système coopératif. Voilà. Donc en fait, vous voyez la puissance de ce mouvement dans un pays libéral. Et soutenu par les libéraux eux-mêmes. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, c'est une entreprise qui va créer un trust, lequel trust va être détenu par les salariés. D'accord ? Et en fait, cette entreprise va faire des transferts de titres de propriété vers ce trust. D'accord ? Donc elle va transférer les titres de propriété au trust détenu par les salariés. Et en fait, ce trust, comment ce transfert s'opère ? C'est que ce trust va racheter les titres de propriété. Et comment va-t-il faire pour cela ? Eh bien, il va bénéficier, en fait, il va prélever une part des bénéfices de l'entreprise qui vont être défiscalisés, qui vont permettre de racheter les titres de l'entreprise. Donc l'entreprise fait des bénéfices. Ces bénéfices, pour une part, sont affectés au trust avec une défiscalisation. Et du coup, ce trust va racheter les titres de propriété. Okay, vous voyez le mécanisme. Avec souvent des compléments en matière d'emprunt. Je vous passe les détails, mais ça se fait aussi. C'est un mix en fait entre de la dette, c'est-à-dire qu'il y a des emprunts qui sont faits aussi par ce trust, ce qui permet d'aller plus vite dans le rachat des titres de propriété, mais basé, vous voyez, sur aussi une réaffectation des bénéfices. Donc vous avez un mix en fait entre un prélèvement sur bénéfices et des prêts qui vous permettent de racheter les titres de propriété. Donc en fait, on donne des titres de propriété aux salariés. Et donc, ça peut être 10%, comme là aussi, ça peut être 100%. D'accord ? Et ça concerne donc beaucoup d'entreprises aux États-Unis, principalement des PME, ça peut être aussi des grandes entreprises, mais c'est beaucoup des PME et beaucoup dans le cadre de transmission d'entreprise. Puisque vous avez un gros sujet, je pense que vous l'avez aussi, nous on l'a en France, de transmission d'entreprise avec beaucoup de chefs d'entreprise qui ne trouvent pas de repreneurs. Et donc, ça peut être une solution, effectivement, pour ne pas radier les entreprises, pour ne pas fermer les entreprises, eh bien, c'est de les donner aux salariés, tout simplement. Mais aujourd'hui, le problème des scopes, des coopératives, c'est que c'est les salariés qui doivent le racheter. Et donc ça, c'est pas évident, parce qu'il faut qu'ils aient évidemment les fonds nécessaires. Là, la force du modèle, évidemment, c'est qu'en fait, on leur donne les droits de propriété et que malgré ça, le propriétaire lui-même est indemnisé.
Voilà. Donc, c'est un modèle plutôt intéressant de ce point de vue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle, il a été transféré en Angleterre, où vous avez les Employee Ownership Trust. Voilà, ça, je l'ai eu, le T. Voilà. Donc ça existe maintenant en Angleterre. Pour un peu, c'est le même modèle. Hein. Et maintenant, ça arrive en Europe continentale. Vous avez la Slovénie qui est en train de l'expérimenter actuellement sous une formule coopérative. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, le trust, c'est une coopérative, très concrètement. Et donc, ça a des implications, c'est-à-dire qu'en fait, ils mettent des garde-fous pour dire que c'est une coopérative. C'est-à-dire ils disent, bon, attention, c'est pas juste de l'actionnariat salarié, c'est vraiment une transformation de l'entreprise. Donc, les garde-fous, il y en a 4. Donc, je vais essayer de bien m'en souvenir. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait une participation majoritaire des salariés. Donc, il faut qu'il y ait au moins 50% des salariés qui soient impliqués. Il faut, deuxièmement, qu'il y ait, que ce soit équitable. C'est-à-dire que ce n'est pas juste 50% de la propriété qui est transférée aux salariés, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de salariés qui soient impliqués, d'accord ? Pas que les managers, vous voyez ? Parce que c'est souvent ça, sinon c'est, OK, c'est racheté, mais que par les managers, voilà, pas par l'ensemble des salariés, d'accord ? Donc là, il faut que ce soit équitable. Troisième point, il faut que les votes soient décorrélés de la propriété du capital, donc ça renvoie un peu au principe scope que j'évoquais aussi tout à l'heure. Et quatrième et dernier point, il faut que les détenteurs du capital soient des travailleurs, soient participants professionnellement, parce que sinon, ça voudrait dire que des gens qui sont extérieurs à l'entreprise restent détenteurs de cette propriété. Ça vaut notamment quand il y a un départ de l'entreprise, que ce soit parce qu'on change d'entreprise ou parce qu'on part à la retraite. Donc, ça veut dire qu'on perd en fait la part du capital. Okay ? Quand on sort de l'entreprise, on perd la part du capital. Voilà, donc vous voyez, ils ont mis un certain nombre de conditions. Ils sont en train d'expérimenter ce modèle en Slovénie et se pose la question de savoir si l'Union européenne, vous êtes un peu concerné ici, peut reprendre ce modèle. Voilà. En France, on est en train de réfléchir au sujet avec la Confédération générale des SCOP, qui a mené une étude là-dessus pour dire, finalement, les coopératives de 47, donc c'est un statut, si vous voulez, de 1947, le statut de la coopération, qui a été le statut général de la coopération, on a créé des coopératives 47, on appelle ça en France, pourraient tout à fait accueillir ce type de modèle. En France, on est en train de regarder ça et on va le pousser auprès du gouvernement. Donc il y a des modèles comme ça qui sont tout à fait intéressants, vous voyez, qui pourraient amener à un développement considérable de l'économie sociale et solidaire dans nos pays, et particulièrement de sa forme travailleur, finalement, enfin dédiée aux travailleurs, hein, de sa gouvernance par les travailleurs. Alors qu'aujourd'hui, c'est très minoritaire. D'accord ? Donc ça pourrait être assez considérable. Vous voyez, 14 millions de salariés aux États-Unis, vous voyez le potentiel. Bon. Donc ça, c'est également un élément, me semble-t-il, important. Dernier point, il me semble que sur ce volet-là, ce qui est important également d'avoir en tête, c'est le fait que, au-delà de ces questions de gouvernance et de participation et de partage du pouvoir et du partage de la valeur, par rapport à ce que j'indiquais, il y a un sujet clé qui est la question du management et de l'organisation du travail. Parce que derrière la question du sens au travail, je le disais, il y a la finalité, c'est-à-dire il y a pourquoi j'agis, pourquoi je me lève le matin, est-ce que j'ai une utilité sociale ? Mais il faut qu'il y ait une adéquation entre ces valeurs et les pratiques au travail. Parce que s'il n'y a pas cette adéquation, eh bien, il y a une rupture de sens, des burn-out, etc. Et donc, ça veut dire, ça renvoie à la question de l'organisation du travail. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je me lève tous les matins pour faire le bien dans le monde, si je le fais dans une organisation qui est maltraitante, eh bien, il va y avoir une rupture de sens. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est très important que ces questions de gouvernance, finalement, soient posées, parce qu'elles sont un peu le gage, elles ne suffisent pas, mais elles sont un gage que l'organisation du travail, au concret, peut être aussi gérée par les travailleurs eux-mêmes. Je prendrai un exemple, vous en avez pris tout à l'heure. Vous avez par exemple, alors je prendrai 2 exemples. Il y a tous les modèles, par exemple, dans les modèles coopératifs, maintenant on voit se développer la sociocratie. Donc vous avez des modèles de management, si vous voulez, qui sont horizontaux, qui se mettent en place avec des logiques de pôle où les salariés sont en responsabilité chacun d'entre eux, etc. Ça, vous le voyez se développer, par exemple, dans tous les nouveaux modèles coopératifs. Je pense, moi, là, j'ai en tête le modèle Enercop, hein, pour ce qui est en France, et les coopératives énergétiques, qui sont très souvent liées à des mouvements écolos et qui donc ont ces approches sociocratiques, etc.
Donc vous avez ce genre d'approche, mais là qui concerne, on va dire, plutôt les travailleurs, les cadres. Hein, vous voyez, enfin je le fais court, mais qui va concerner évidemment les cadres, les travailleurs éduqués, hein, ceux qui, quelque part, ont une appétence aussi pour ces modèles-là. Mais vous pouvez avoir à l'autre extrême les travailleurs les moins qualifiés, qui peuvent tout à fait être intéressés par des organisations du travail qui sont inspirées par ce type de modèle. Je prendrai le cas d'une autre expérimentation, aux Pays-Bas, pas loin d'ici, l'expérimentation Buurtzorg, par exemple, dans le domaine de l'aide à domicile. L'aide à domicile, c'est l'un des métiers qui a à la fois le plus utilité sociale, si on regarde ses finalités, c'est-à-dire qu'on va aller aider, accompagner des personnes âgées dans une époque et dans des pays où il y a une transition démographique très forte, avec un allongement de la durée de vie et des problématiques qui y sont liées, et un vrai enjeu de soutenir, évidemment, les personnes âgées. Et donc l'aide à domicile est un métier qui a du sens, du point de vue de son utilité sociale, mais qui est extrêmement difficile du point de vue de ses conditions de travail. En France, le salaire moyen d'une aide à domicile, c'est 900 €, alors que le SMIC est à 1 200 €. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce sont souvent des métiers qui sont à temps partiel, payés au SMIC, qui sont dans des conditions de travail très dégradées, avec peu de perspectives d'évolution. Eh bien, ce qui est intéressant dans cette expérimentation Buurtzorg, c'est que là, vous avez les travailleurs, même les travailleuses, parce que ce sont des femmes, le plus souvent, ont la maîtrise de l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'elles ont la maîtrise de leur secteur d'intervention, leur territoire, c'est-à-dire qu'on ne les envoie pas faire de l'aide à domicile, parce que vous voyez, il y a les trajets de voiture, hein, souvent aussi. Donc, il y a une problématique d'ailleurs écologique aussi derrière. Eh bien, on ne les envoie pas forcément à l'autre bout du territoire, mais elles sont sur des territoires bien circonscrits. Elles peuvent définir leur territoire, le faire, si elles le souhaitent, à côté de chez elles. Et puis, elles ont la maîtrise de leur planning, c'est-à-dire qu'elles vont organiser leur planning elles-mêmes, y compris jusqu'à leur congé, etc. C'est-à-dire qu'elles vont avoir leur maîtrise de leur planning et de leur temps de travail, de l'organisation et du temps de travail. Ça, c'est très important, parce qu'en fait, la question clé aussi, c'est la question du temps de travail. Et derrière, on pourrait aller plus loin et aller sur la question de la réduction du temps de travail. On a fait des études avec la Fondation Jean Jaurès, qui est un think tank en France dans lequel je suis impliqué, et on demande aux gens, qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez une augmentation de salaire ou une réduction du temps de travail ? Si vous aviez le choix. Et ce, dans un contexte inflationniste. Il y a quelques années, les gens répondaient aux 2/3 l'augmentation de salaire. Aujourd'hui, période inflationniste, ils répondent aux 2/3 réduction du temps de travail. Donc la question du temps au travail est un élément clé aussi dans cette question du temps. C'est le troisième point. Évidemment, il faut qu'il y ait une amélioration des habiletés, des compétences. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la formation, il faut qu'il y ait de la reconnaissance aussi des savoir-faire au travail. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un élément, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la promotion sociale et de la promotion des capacités de la personne qui travaille. Voilà, c'est les 3 points pour le sens au travail. Et donc ça, c'est garanti par ces mécanismes de gouvernance que j'évoquais juste avant, me semble-t-il. Après, maintenant, j'aimerais juste aborder, j'ai été un peu long là-dessus, je vais faire plus court pour le reste, mais je vais quand même l'évoquer, la question du rapport au territoire, qui me semble aussi un élément important, au-delà de ces rapports capital-travail. La question du rapport au territoire, entre entreprise et territoire, elle est, à mon avis, essentielle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE, ça a été évoqué également. Alors la RSE, si vous voulez, je vais le faire très court. L'approche de la RSE aujourd'hui, elle est très managériale. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif de la RSE, de la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de légitimer le manager. C'est-à-dire que le manager, face à différentes contestations sociales, environnementales, etc., va chercher à justifier son action, à relégitimer son action grâce à la RSE. C'est-à-dire, regardez tout ce que je fais de bien. Et il va essayer de le faire donc, en mobilisant ses parties prenantes, à commencer par les collaborateurs, autour de finalement du projet d'entreprise. Okay, ça, c'est l'approche RSE traditionnelle. Et finalement, ça va se traduire très concrètement, essentiellement par des tableaux Excel. C'est-à-dire par du reporting d'entreprise. C'est-à-dire, on va dire, on va faire des super tableaux, et puis on va dire, regardez tout ce qu'on fait de bien, sur une base déclarative. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui est imposé aujourd'hui de plus en plus, y compris de manière normative et réglementaire, avec des obligations légales. Je prends la directive actuellement qui fait crier tout le monde au niveau européen, c'est la directive CSRD, donc effectivement, qui vient imposer ce genre de choses, qui est la dernière option en la matière. Mais il y en aura d'autres, je vous rassure, il y en a bien d'autres également qui existent. Mais c'est si vous voulez, moi, à mon avis, c'est une approche qui est très néo-managériale de l'entreprise, qui est très abstraite aussi, et qui d'ailleurs va créer des problèmes de sens au travail aussi.
Parce qu'aujourd'hui, les questions de sens au travail sont très liées aussi au management par les chiffres. Je l'évoquais à travers la question du temps, etc. Le mal-être au travail est très lié au management par les chiffres. Et je ne suis pas sûr qu'une approche de type reporting soit de nature à améliorer le sens au travail. Voilà, pour être très clair. Je pense même que ça aura moi j'ai le sentiment même que ça peut avoir des effets contre-productifs. Vous voyez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et je ne suis pas sûr, je fais l'hypothèse que ça peut même générer, à vrai dire, des effets contre-productifs. Mais bon, en tout cas, ça va d'une certaine façon, les intentions sont louables. Moi, je pense que l'élément clé, c'est de passer du reporting au projet. C'est-à-dire que, et donc ça, c'est le territoire derrière. C'est-à-dire, c'est de se dire finalement qu'il faut avoir des approches stratégiques, des approches collectives aussi, de cette question de la responsabilité. Ça veut dire qu'il y a 2 points de bascule à opérer. Le premier point de bascule, c'est de se dire, plutôt que de poser simplement la question des externalités négatives de l'entreprise, parce qu'au fond c'est ça la RSE, est-ce qu'on ne peut pas poser la question de quels sont les problèmes du territoire? Quels sont les enjeux du territoire dans lequel cette entreprise est inscrite? Est-ce qu'on ne peut pas renforcer l'ancrage territorial de l'entreprise? Est-ce qu'on ne peut pas poser la question de savoir quelle est la contribution de l'entreprise à son territoire? Il y a des problèmes de mobilité, il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes de logement. Il y a des problèmes d'alimentation, il y a des problèmes de déchets. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire par rapport à cela? Quels sont ses leviers d'action pour cela? Comment elle peut venir contribuer très directement à l'intérêt commun, au bien commun du territoire? Deuxième niveau, évidemment, elle ne peut pas le faire seule dès lors que l'on parle du territoire. Ce n'est pas juste l'entreprise auto-centrée sur ses propres activités et la prise en compte de ses externalités, éventuellement élargie à ses parties prenantes. Elle doit prendre en compte là les parties prenantes du territoire, pas les siennes propres. Donc ça suppose qu'elle agisse en collectif. Si elle doit s'intéresser au bien commun territorial, elle doit le faire en collectif. Elle doit le faire avec les habitants eux-mêmes, bien sûr. Elle doit le faire avec les autres entreprises. Elle doit le faire avec les acteurs de l'ESS, les associations, avec, bien sûr, les acteurs publics, à commencer par les collectivités locales. Donc elle doit finalement agir de manière multi-acteur, d'une certaine façon. Donc elle doit définir qu'est-ce que mon territoire, qui est en soi un sujet, ce n'est pas forcément un territoire administratif. Qu'est-ce que mon territoire? Quels sont les problèmes de mon territoire? Quels sont les problèmes auxquels je souhaite apporter des solutions et avec qui? Vous voyez, ce sont ces questions-là. Et donc là, on a une mutation, à mon avis, très importante de l'entreprise, qui se pose la question de sa responsabilité territoriale, au fond de sa contribution au bien commun, et dès lors qui s'inscrit dans un mode projet, et qui se demande comment elle va monter des projets pour résoudre cela. Et quel modèle économique elle peut construire, évidemment, autour de cela. Vous voyez, comment on peut reconstruire des modèles économiques autour du territoire. Et ça me semble très important dans un moment post-Covid, post-crise géopolitique, la guerre, crise énergétique, inflation. Comment on peut reconstruire une résilience territoriale? C'est ça l'élément clé. On parlait des chaînes de valeur tout à l'heure. Aujourd'hui, dans des chaînes de valeur qui sont globalisées, eh bien, il y a une recomposition qui doit s'opérer, précisément pour faire face aux chocs externes que l'on vit actuellement et à ces crises qui s'enchaînent et qui interagissent entre elles. Il faut renforcer nos résiliences territoriales pour à la fois rendre nos économies plus soutenables du point de vue écologique et plus inclusives du point de vue social. Eh bien, ça passe par le territoire. Et il me semble qu'il y a une reconstruction à opérer des entreprises autour du territoire. Et cela vaut, et j'en conclurai par là, pour, bien sûr, les entreprises, le tissu local, mais ça c'est un peu évident, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas parce qu'on est localisé sur un territoire qu'on est ancré sur ce territoire. Ce n'est pas parce qu'on est situé sur un territoire que l'on va contribuer au bien commun de ce territoire et a fortiori développer des coopérations sur ce territoire, qui peuvent passer par des fournisseurs, qui peuvent passer par donc, la commande privée, qui peuvent passer par de la philanthropie, qui peuvent passer par des partenariats divers. Il peut y avoir plein de modalités opératoires, mais ce n'est pas parce qu'on est situé sur un territoire qu'on va développer ça. Donc il faut aller plus loin, mais ça vaut aussi pour les grands groupes qui aujourd'hui n'arrivent plus, peuvent avoir des difficultés à recruter, peuvent faire face à une crise de légitimité, avec aussi des effets réputationnels très forts liés aux contestations qui leur sont adressées. Eh bien, elles ont besoin, ces grandes entreprises même, ces grands groupes, de relégitimer leur implantation territoriale. A fortiori dans un contexte où on doit réindustrialiser nos économies et où les industries font face à des problèmes d'acceptabilité sociale, y compris pour des questions environnementales. Beaucoup pour des questions, à vrai dire, environnementales.
Donc, vous voyez, il y a un sujet très important, me semble-t-il, au niveau du territoire. C'est pour ça, vous voyez, j'en conclurai par là, que il me semble que l'entreprise, elle a 2 défis devant elle, pour synthétiser ce que je vous ai présenté. Le premier défi, effectivement, c'est d'arriver à réconcilier finalement les intérêts divergents, à réconcilier le travail et le capital. Ça, c'est un premier niveau. Mais elle ne peut pas se limiter à cela. L'entreprise, elle doit aussi se réconcilier avec le territoire, c'est-à-dire avec l'ensemble des parties prenantes. Elle ne peut pas se limiter au rapport capital-travail. Sinon, elle manque quelque chose. Il faut qu'elle se réconcilie aussi avec l'ensemble du territoire. Et ça renvoie, par exemple, on le voit dans le domaine de l'économie sociale et solidaire en France, mais vous avez le cas, je crois, effectivement en Belgique, puisqu'on s'était en France inspiré aussi de la Belgique là-dessus. Nous, en France, on parle des SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ce sont des SCOP, le modèle que j'évoquais tout à l'heure, mais multisociétariat, c'est-à-dire qu'il y a les salariés dedans, mais vous devez aussi avoir les usagers, ça c'est obligatoire, vous devez avoir les salariés et les usagers à la gouvernance, et vous pouvez avoir également les fournisseurs, et puis surtout des collectivités locales. Dans 50% des SIC, vous avez des collectivités locales qui sont dedans. Et donc vous voyez que là, il y a une bascule qui s'opère, où vous allez vers des coopératives quasiment de services publics. C'est-à-dire qu'on va encore plus loin. Si les coopératives sont investies par les pouvoirs publics, on refonde aussi les services publics derrière, avec des hybridations très fortes entre des citoyens, des acteurs privés, des acteurs publics. Vous voyez, me semble-t-il que là, on a une voie de réconciliation, sans doute, entre ces 2 enjeux, le rapport capital-travail et le rapport entreprise-territoire. Voilà ce que je pouvais vous dire en à peu près 30 minutes pour ouvrir les échanges. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Timothée. Alors, je vais me mettre ici avec un exercice qui n'est pas évident, qui est un peu un exercice à la fois de synthèse. Normalement, le pointeur fonctionne. Et un peu de prise de position aussi sur cette question. La synthèse, elle est compliquée parce qu'elle a été écrite avant d'avoir écouté, je n'avais pas mon ordinateur, Estelle et Timothée. Il va y voir qu'il y a quelques croisements, peut-être quelquefois des touches dissonantes. Mais elle va permettre sans doute aussi d'intégrer différents éléments à la fois des conférences précédentes et peut-être quelques éléments aussi pour les étudiants qui ont eu le cours de Colin Serre avant aussi. Alors, je vais la structurer en 3 parties. La première, c'est les constats. On a parlé un petit peu, comme quoi on avait un peu la même idée, en reprenant 4 constats qui ont été en partie vus, mais principalement pas vus. Et sur base de ces constats, l'idée, c'est de répondre à la question. C'est partir des constats pour pouvoir en fait aligner les constats avec des éléments de réponse sur cette question du modèle ou des modèles. Je ne vais pas vendre la mèche trop tôt aussi. Et puis ensuite, 3e élément, c'est peut-être des notes dissonances ou un petit peu 2 éléments pour être concret d'actualité où je me dis, mais en fin de compte, peut-être qu'il y a des évolutions sociétales qui font qu'on va aller autre part que là où on pense, ou peut-être d'autres pistes de travail ou d'outils qui peuvent être utilisés. Alors, premier constat, on n'en a pas parlé, c'est le mot anxiété. En fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, intéressant pour le chercheur, mais très interpellant pour nous tous comme citoyens, c'est cette montée de l'anxiété. Et donc, j'écris une organisation anxieuse, parce qu'en fait, du coup, ça a un impact sur l'organisation, sur l'entreprise. L'entreprise, elle va être remplie, c'est un nœud d'anxiété. Et c'est un nœud d'anxiété encore plus aujourd'hui qu'avant, dans le sens où en fait on le mesure aujourd'hui dans notre société. Vous avez ce rapport assez récent des Nations Unies ici, qui souligne l'anxiété croissante des populations. On ne va pas revenir sur la succession des crises, Covid, rupture de chaîne d'approvisionnement, risques géopolitiques, la crise ukrainienne, etc., qui crée une anxiété dans la population, qui crée évidemment aussi une anxiété dans l'entreprise, dans l'organisation. C'est sans doute pas été... Ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi difficile de gérer, je pense, une entreprise quand on voit ces incertitudes aussi par rapport à la chaîne d'approvisionnement. Pensez à Taïwan, qui produit beaucoup de matières premières qui sont importantes pour des technologies. Pensez au Moyen-Orient, pensez à toutes ces tensions mondiales qui nous entourent aujourd'hui, qui créent une certaine anxiété, mais évidemment aussi par rapport à la question de la précarité, des inégalités, pas de l'inégalité, mais des inégalités ou des différentes inégalités, qui sont des défis sociétaux. Le climat, Estelle en a parlé, la question des pensions, est-ce qu'on aura assez de moyens, ou est-ce que ces pensions seront toujours
suffisante pour assurer un bien-être de l'ensemble des citoyens, des travailleurs. Et donc tout ça, c'est une anxiété qui est présente et qui sans doute a un impact aujourd'hui sur tout le monde, pas uniquement sur les travailleurs, sans doute sur les gestionnaires d'entreprise. Et donc c'est un nœud complexe. Et l'organisation, elle est créée, elle est formée sans doute aujourd'hui par ce nœud-là aussi. Revenir sur le sujet de la deuxième conférence. Donc s'il y avait une deuxième conférence sur ça, c'est parce qu'en fait, c'était un peu notre intuition aussi quand on réfléchissait à ce cycle. Une organisation épuisée qui me permet en fait de partir d'une théorie de la gestion, c'est cette théorie des ressources, qui n'est pas nouvelle en fait. Donc la théorie des ressources, c'est quoi? C'est l'idée en fait qu'une entreprise, finalement, pour se développer, pour durer, pour vivre, de quoi elle a besoin? Elle a besoin de différents types de ressources qui sont en fait ces avantages comparatifs, pour utiliser un vocabulaire que les étudiants connaissent bien. Et donc, c'est quoi ces ressources? C'est une multiplicité de choses. On pense souvent à des ressources financières, ressources humaines, mais dans la théorie des ressources, c'est beaucoup d'actifs, en fait, dont l'entreprise dispose aussi. Différents types d'actifs, ça peut être des bâtiments, ça peut être différents éléments aussi. Et si on pense à la théorie des ressources et on se pose la question des ressources des entreprises aujourd'hui, on est quand même dans une époque où, en fait, il y a sans doute aujourd'hui une multiplicité d'épuisements des ressources. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on a toutes ces ressources, beaucoup de ressources stratégiques qui sont épuisées, lorsqu'on essaye de penser à une entreprise sur le long terme, ou lorsqu'on a un acteur d'une entreprise, d'une organisation où ces ressources sont épuisées, finalement, ça pose la question de comment est-ce qu'on va faire, en fait. On va finir par une note positive, mais je pense que quand même, c'est une question qui se pose. On pense aux ressources humaines. On a eu la deuxième conférence, Christine, qui expliquait vraiment bien, avec tout son vécu d'acteur ressources humaines, cet épuisement en termes de ressources employées, mais aussi de management. C'était assez intéressant de voir aussi qu'en fait, ce n'est pas que les personnes qui sont sous la direction, mais c'est aussi les personnes qui dirigent, avec tous les chiffres derrière ça, mais aussi de ressources matérielles, de ressources d'approvisionnement, en effet. J'ai eu l'occasion d'être il y a quelques jours à Montpellier, on en parlait, pour visiter une coopérative en fait de consignes. Et d'où elle vient cette coopérative aux consignes à Montpellier? Elle vient du fait qu'en fait beaucoup de viticulteurs aussi faisaient face à un problème d'approvisionnement. C'est qu'en fait, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de raisins, évidemment, mais ils ont aussi besoin de verre. Et en fait, toutes ces bouteilles, elles provenaient notamment aussi de ressources naturelles ou qui, à un moment, étaient en rupture d'approvisionnement. Et du coup, on revient à quelque chose qui n'est pas du tout neuf, c'est la question de la consigne. Vous allez me dire, mais c'est une vieille histoire, monsieur. Oui, c'est une vieille histoire, mais ça a relancé en fait l'appétit pour les consignes. Et donc, il y a d'autres exemples qu'aux consignes de coopératives aussi. Et donc, c'est cette question de l'approvisionnement, de cette dépendance par rapport à du coup, des fournisseurs hors des territoires aussi. Ressources aussi en termes de créativité. Est-ce que, et là je rebondis un peu sur ce que nous disait Franck Géry, ou ce qu'il écrit aussi, de cette question de jusqu'à quel point aujourd'hui il n'y a pas une diminution de créativité à cause de cet épuisement un petit peu plus haut dedans. Alors à la fois il y a un foisonnement de créativité, mais aussi c'est très difficile d'être créatif quand on est épuisé. Vous êtes bien placé pour le savoir. Et donc il y a ce cercle vicieux un petit peu par rapport à ceci. Et dernier élément, on en parlait en fait un petit peu plus tôt, peut-être épuisement d'investissement dans le sens où on sort quand même, alors est-ce qu'on en sort complètement, je ne sais pas, mais en tout cas on est dans une période de sous-investissement chronique, investissement public, mais aussi en partie, et c'est la question finalement, une question éthique de la répartition entre le capital et le travail, c'est savoir finalement les ressources financières, les revenus qui sont générés par une activité économique, comment est-ce qu'on va les distribuer? Est-ce qu'on les distribue principalement, on les alloue, vous vous souvenez vos cours de comptabilité, en termes d'investissement, investissement productif pour l'entreprise, ou est-ce qu'on utilise ces résultats financiers pour les distribuer sous forme de dividendes aux actionnaires aussi? Et donc, il y a ce choix qui en fait est important et on va revenir dessus, qui est cette question de l'investissement versus la distribution, par exemple en termes de rachat d'actions d'entreprises qui rachètent des actions propres aussi. Troisième constat rapidement, une organisation du coup aujourd'hui en quête de légitimité. Là, on va parler la question notamment environnementale, mais c'est peut-être plus large. Vous avez ce chiffre récent, cette enquête récente ici,
plus de 7 Français sur 10 expriment leur méfiance envers des entreprises qui se disent engagées. Et donc ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que donc, l'entreprise qui se dit engagée, le citoyen ne la croit pas ou ne la croit pas cohérente ou ne la croit pas légitime dans ceci. Alors, il y a plein de raisons derrière. Hein. Peut-être qu'elle n'en fait pas assez ou peut-être qu'elle ne l'explique pas assez. Et ici, vous avez un autre graphe avec des chiffres là internationaux. La proportion des entreprises qui sont perçues comme ayant un engagement qui est de l'ordre du greenwashing. Là aussi, vous voyez qu'on a 45% de certaines, 35% de la plupart. Donc, c'est aussi des chiffres qui montrent cette question de la légitimité. Quatrième et dernier constat, et là, on va revenir sur des éléments, même si je les ai en fait présentés différemment, des éléments dont on a discuté lorsqu'on a parlé de gouvernance, c'est un peu ce paradoxe entre un désir, un appétit énorme de liberté, notamment les jeunes générations, hein, cette envie de pouvoir être flexible dans son allocation de temps entre le temps au travail, le temps privé, les différentes activités, différents engagements qu'on peut avoir, liberté aussi, on en a parlé avec des structures plus plates quelquefois, mais aussi, c'est ça le paradoxe, un besoin exprimé en termes de structuration, et notamment dans certaines entreprises aussi. Ce qu'on entend, ou ce qui ressort aussi de la littérature qui analyse ces organisations les plus plates, c'est que oui, ça peut fonctionner pour certains employés, mais il y en a d'autres pour lesquels ça ne fonctionne pas, et qui reste un besoin de structuration aussi. 4 constats, mais oui, donc il y a un problème, il y a des constats, il y a des difficultés, mais vous imaginez un monde sans entreprise, un monde sans organisation, c'est clairement pas vers quoi on veut aller. Donc il reste cette nécessité aujourd'hui de développer des organisations qui ont du sens ou qui répondent à tous ces défis sociétaux. Et donc il faut avancer, il faut trouver des solutions, et c'était l'idée du modèle ou de la question d'organisation modèle, une organisation qui serait sans doute indispensable. C'est pas comme si on pouvait se dire, face à ceci, on efface tout, le tableau est vide, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus d'organisation. Elles ont un rôle à jouer aujourd'hui. Et puis, il y a la question, alors, est-ce que c'était un péché original? Depuis le début du cycle de conférence, on pose la question, mais est-ce qu'on parle d'un modèle ou de des modèles? Est-ce que ça a du sens, cette question? On a parlé avec Luc de Brabander dès le début, pour ceux qui se souvenaient, hein, un modèle, des modèles. On peut se dire que ça dépend, Timothée parlait de la question de la logique collective, hein, des coopératives. Est-ce qu'on peut parler d'un même modèle alors que certaines entreprises sont des émanations d'une logique individuelle ou d'une action individuelle versus d'autres qui sont de l'ordre du mouvement social ou du collectif comme une coopérative? Est-ce qu'on peut parler d'un seul modèle quand on a des entreprises à but lucratif et on a des entreprises qui ont une finalité sociale, des coopératives à finalité sociale par exemple, ou des hybrides? On a parlé d'hybrides lors de la première conférence notamment, on a parlé de management public aussi. Est-ce qu'il y a un modèle qui peut a priori convenir à tout? Alors, la réponse évidente devrait te dire mais non. Je vais essayer un peu de prendre le contre-pied en vous disant que oui, il y a des modèles différents, mais tout de même, il y a des traits communs. Et donc, même si c'est impossible d'avoir un modèle parfait pour tous, je fais l'hypothèse avec vous aujourd'hui qu'aujourd'hui, il y a quand même des traits communs qu'on pourrait essayer de retrouver dans cette idée de modèle aussi. Et donc, on va partir des constats pour arriver aux lignes directrices par rapport à ceci. Premier élément, c'est en fait la balance, on en a un peu parlé en fait entre les lignes, mais la balance entre l'efficience et la résilience. Ça fait le lien entre la première et la deuxième d'ailleurs. La balance entre les deux, c'est sans doute une organisation modèle. Pour moi, c'est une organisation qui ne s'inscrit pas dans le court terme, mais qui s'inscrit dans le long terme. Qui va du coup penser son action, mais aussi sans doute sa vision sur ce long terme aussi. Et donc, c'est aussi une entreprise qui se crée des marges, et là je ne parle pas de finance, qui se crée de l'espace, qui notamment se crée de l'espace pour répondre aux anxiétés, c'est-à-dire qui est en rupture avec une maximisation de l'efficience. Alors c'est quoi l'efficience pour rappel? C'est ce ratio input-output, c'est ce ratio ressources par rapport à ce qu'on va en tirer. Et la maximisation de ce ratio, hein, le fait d'en vouloir toujours plus, ça diminue ses marges, ça diminue ses espaces, et sans doute que ça génère l'anxiété aussi.
Si on a plus de marge, si on a plus d'espace, ben on a un peu plus de temps, un peu plus de possibilités de faire face à des imprévus. On a aussi un peu plus de possibilités pour s'adapter par rapport à ce monde qui change aussi. Et donc ça, c'est un peu un contre-pied par rapport à une logique de maximisation de l'efficience aussi. Et cette maximisation de l'efficience, dans beaucoup d'entreprises, elle est inefficace. Elle ne mène pas aux objectifs. L'efficacité atteint les objectifs qu'on se mène aussi. Donc efficience n'est pas toujours efficacité, et trop d'efficience mène à l'inefficacité aussi. Et donc c'est cet équilibre entre une organisation qui est résiliente, c'est la capacité de faire face à des chocs extérieurs et de rebondir, voire même de mieux rebondir que là où on en était. Et là, il y a vraiment cet équilibre entre les deux. Et ça nécessite l'investissement. On parlait de formation, ce qui est assez fou parce que tout le monde parle de formation. Et on voit qu'il y a un manque de formation dans les chiffres en Belgique. C'est un des éléments qui a l'air assez consensuel. La nécessité de formation, notamment dans une logique de transition juste, d'où cette nécessité d'investir et de continuer à investir. Organisation modèle, engagée, proactive. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est l'idée de se dire qu'une organisation modèle aujourd'hui, elle s'engage, elle va aussi du coup répondre de manière proactive à des aspirations de ses employés. Elle sans doute les prévoit, elle les intègre aussi. Et c'est donc, elle dépasse finalement ce qu'on pourrait attendre d'une responsabilité sociale des entreprises, pour rebondir sur ce que nous disait Timothée aussi. Avec une activité économique qui soit ancrée dans les droits sociaux, qui s'ancre, voire même, je pense réellement qu'une organisation modèle aujourd'hui, voire qu'une organisation qui va vraiment pouvoir avoir du bien-être dans son entreprise, elle permet même de développer ceci. Elle joue un rôle proactif. Et je ne pense pas que c'est une naïveté de se dire qu'on peut avoir des entreprises qui font avancer en fait un agenda de droit social de manière proactive. Et en jouant ce rôle-là, en fait, elle va générer sans doute, à mon avis, du bien-être et elle va permettre de mieux aligner les différentes visions dont on parlait entre les visions des travailleurs, des régions, les visions des actionnaires, des gestionnaires, etc. Et évidemment, elle va du coup être dans l'atténuation, évidemment, mais même encore plus, dans l'amélioration de ces pratiques et de ce qu'elle peut faire, de ses impacts en termes de limites environnementales ou en termes d'impact environnemental aussi. Troisième élément, la question de la cohérence. Organisation modèle, du coup, elle est cohérente. Elle est cohérente beaucoup plus loin. Elle est cohérente entre les valeurs qui sont annoncées. Et donc là, il y a quand même eu beaucoup de changements depuis 20 ans sur les mission statements, donc la présentation des missions des organisations. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas toujours un alignement entre cette présentation des missions et ces pratiques. Vous voyez que je suis poli et prudent dans mes formulations. Mais donc, il y a du coup toute cette nécessité d'aller vers plus de cohérence par rapport à ceci. Et notamment, je fais déjà le lien avec le troisième point ici. Le DNSH, peut-être que cet acronyme horrible vous dit rien, c'est le Do Not Significantly Harm. C'est un acronyme qui est très intéressant, je trouve. Et ça veut dire quoi, le Do Not Significantly Harm? C'est l'idée lorsqu'on a un impact, on ne va pas avoir un impact qui va avoir... On va refuser tout impact qui est significatif, négatif. Et ça vient d'où? Ça veut dire qu'on peut se dire quelquefois une entreprise ou une activité va avoir un impact positif sur quelque chose et négatif sur d'autres. Et on va se dire, ah ben oui, ça passe. C'est toute la question notamment des énergies fossiles. Et le do not significantly harm, c'est l'idée de se dire, on refuse dès qu'il y a quelque chose qui est significativement négatif, même si l'autre balance, elle est positive. Et donc ça, c'est la question pour moi de la cohérence. La cohérence, elle va aussi, par le maintien, avoir une organisation de la contradiction en entreprise. Et donc c'est sans doute dans la concertation sociale. Mais en fait, une entreprise qui va bien, c'est une entreprise où il y a un dialogue, mais où il y a aussi une contradiction qui est organisée, sans doute avec de la bienveillance, qui crée du coup de la confiance, mais sans cette contradiction, sans une institutionnalisation de la contradiction, en fait, elle est très pauvre. La contradiction peut aussi amener ou stimuler une certaine richesse dans l'entreprise aussi. Et notamment avec cet élément de responsabilité territoriale, ça fait vraiment le lien avec ce qu'on a dit aussi, du coup je vais plus vite. Last but not least, organisation modèle, pour moi la quatrième balise, c'est le fait qu'elle est ancrée dans ce qu'on appelle le CARE. Alors ça,
le CARE, on en parle notamment dans les débats éthiques. C'est quoi? C'est donc du coup cette attention particulière, cette écoute particulière par rapport aux personnes qui sont dépendantes et vulnérables de votre action. Hein. En tout cas, l'éthique du CARE, elle s'articule autour de là. Et je pense qu'en fait, ça a beaucoup de sens dans le sens d'une organisation aussi. C'est par rapport à ce qu'on a dit, c'est du coup le fait d'avoir une attention, de pouvoir agir, de pouvoir se projeter aussi, notamment par rapport à ces acteurs-là. Et donc là, on parle de différents types de leadership par rapport à ceci. Avec du coup, dans le CARE, une gestion décentralisée. Sans doute que cette attention-là, elle est aussi avec une certaine décentralisation. Peut-être que vous vous souvenez, Pierre Mottet qui nous disait, qui nous parlait de ce livre avec le patron, mais qui n'est plus un chef, avec cette différence, hein, qui est intéressant quand même, hein, que le président de l'Union wallonne des entreprises nous dit ça. Mais donc, c'est le fait d'avoir du coup une organisation où il y a un responsable, mais dont son action ne se projette pas principalement sous forme d'une hiérarchie, ou en tout cas d'un pouvoir aussi. Et ceci doit mettre en place, ou doit quand même être pensé par rapport au paradoxe que je disais, la structuration. Hein. Donc c'est difficile. Mais on a envie d'un chef, oui. On a envie de quelqu'un qui est responsable, oui. On a envie d'une structure. Mais à l'inverse, on n'a pas envie de quelque chose qui nous tape dessus, ou sans doute qui ne nous permettent pas de nous épanouir aussi. Et donc c'est sans doute cette question du niveau de décentralisation qui est décidé en commun. Et donc ce n'est pas moi qui vous impose que vous allez décider tout, ou qui vous êtes responsable de tout, pour le dire comme ça, c'est plus correct, mais on va discuter ensemble du niveau de décentralisation ou du niveau de responsabilité aussi. Et entrer dans le CARE, c'est du coup, à travers cette empathie, un autre partage de la valeur, on en parlait il y a quelques minutes aussi, cette question de la justice distributive entre les personnes. Pour finir, perspective, c'est pas le bon mot sans doute, mais deux idées, sans doute saugrenues, mais deux éléments, à mon avis, du futur qui pourraient jouer un rôle dans ces débats-là. Et je vais peut-être prendre un peu le contre-pied de Timothée sur le CSRD, hein, la CSRD. C'est notamment, on voit tous les problèmes liés aujourd'hui à la digitalisation. On voit les problèmes que ça peut créer, cette digitalisation, par exemple, par rapport aux personnes qui n'ont pas les moyens de suivre la digitalisation. On peut voir les problèmes que ça crée en termes de réduction ou de risque de réduction, par exemple, de personnes, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est l'idée de se dire qu'en fait, à travers la CSRD, on va avoir 1200 points. 1200 points, c'est énorme. C'est 1200 informations qui vont être demandées aux entreprises à partir dans quelques semaines. Hein. Et donc, énormément de collecte d'informations et des jeunes, des étudiants, notamment qui sortent d'école de commerce, qui sont en train de lancer des outils pour digérer toutes ces informations et les utiliser pour questionner aussi les pratiques d'entreprise, pour questionner la cohérence entre ces pratiques, pour rassembler tout ça, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Et c'est peut-être là un outil intéressant de tout ça, c'est de pouvoir du coup digérer, aller beaucoup plus loin. Alors on est évidemment en partie l'analyse de discours avec les rapports, mais aussi avec des données. Et donc ça, je trouvais ça en tout cas un élément. Deuxième élément très intéressant aussi, on sort sans doute vous avez, ou certains ont entendu parler de l'action climat, hein, de l'affaire climat, pardon, Klimaatzaak en Belgique, hein, de ce mouvement d'un collectif qui a attaqué l'État belge, Timothée, peut-être que tu n'as pas entendu parler, qui a attaqué l'État belge pour justement son inaction par rapport aux enjeux climatiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on va avoir, ou on a déjà en partie, en fait, une certaine responsabilité des administrateurs, et notamment, et c'est en train de s'institutionnaliser au niveau européen, par rapport à des enjeux sociétaux. OK ? Et donc, on peut tout à fait imaginer, discuter avec des juristes, qu'en fait, la prochaine affaire climat, ce sera une affaire climat par rapport aux administrateurs qui n'ont pas joué leur rôle, et notamment en termes d'engagement sociétal, et qui n'ont sans doute pas assez favorisé les intérêts de l'entreprise dans son long terme par rapport à ses engagements sociétaux, voire les entreprises dans son territoire aussi. Voici. Comme quoi, on répond aussi en partie à la question d'une manière ou d'une autre. Alors, on a un peu de temps pour les questions. On a une tradition de questions
avec les étudiants. On va commencer, alors ça peut être pour tout le monde, peut-être si Estelle et Timothée ont encore un peu d'énergie pour revenir devant, ça serait super. Qui veut poser une question, qui a une objection, un commentaire par rapport à une de ces interventions? Ouais. Étudiant ou pas étudiant, du coup? Merci. Pas étudiant, du coup. Mais on a reçu beaucoup d'exemples et de pistes de réflexion sur les entreprises modèles. Merci pour ça, c'était très intéressant. J'ai aimé notamment la conclusion sur l'importance Monsieur Duverger, c'est ça, sur l'importance du territoire. Et je suis vraiment d'accord avec le rôle que peut jouer l'entreprise pour redynamiser un territoire sur le point de vue, sur le plan social, environnemental, économique, etc. Et ça m'a fait penser en fait au territoire zéro chômeur de longue durée, qui remplissent en fait ces objectifs-là, mais c'est un peu différent puisqu'il y a une impulsion de l'État. Et ça m'a amené à me dire qu'en fait, j'ai l'impression que sans impulsion de l'État, peut-être les entreprises à but lucratif n'auraient pas forcément intérêt à vouloir changer de modèle. Et donc ma question c'est, quel est le rôle de l'État? Est-ce qu'il a un rôle à jouer? Et si oui, quel rôle les pouvoirs publics peuvent jouer pour changer une entreprise, pour qu'elle soit plus uniquement guidée par le profit, mais par des considérations sociales, environnementales et par le bien-être de ses travailleurs. Voilà. Merci. Je ne sais pas si c'est pour qui ou si c'est... Qui veut? Qui veut? Vas-y. Merci. Oui, c'est une très bonne question. Il se trouve que je préside l'Observatoire des territoires zéro chômeur de longue durée en France. Donc, pour le coup, c'est un sujet que je connais assez bien. Alors, c'est certes l'État, mais attention, c'était dans le cas de zéro chômeur, c'est une loi c'est assez inédit en France, puisqu'on a un pays très centralisé, à la différence d'ailleurs. Belgique, les régions ont du poids, etc. Nous, c'est l'État, quoi. Ça, c'est clair. Et donc, c'est intéressant parce que dans le territoire zéro chômeur de longue durée, donc c'est une loi d'expérimentation, mais qui a été obtenue contre l'État. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la société civile, ce sont les associations, donc ATD Quart Monde, et puis avec des alliés, il y avait Emmaüs notamment, Secours catholique, etc., qui se sont mobilisés pour obtenir cette loi, qui se sont alliés pour cela avec des territoires. Et c'est un député, un parlementaire, Laurent Grand-Guillaume, qui est aujourd'hui le président de l'association qui porte tout ça, qui avait proposé cette loi contre l'avis du ministre du Travail de l'époque. Voilà. Et qui a obtenu à la fin une loi votée à l'unanimité. Donc c'est assez particulier, c'est-à-dire on est sur une loi d'expérimentation, c'est-à-dire le truc vraiment en France on ne supporte pas, et en plus faite finalement contre l'avis initial du gouvernement. Voilà. Donc c'est quand même assez inédit. Voilà. Donc c'est pour le dire que donc ça veut dire qu'il a fallu aller chercher cette alliance. Et encore récemment on a eu un débat. Pour finir sur cet exemple, pour bien situer les choses, on a eu un débat puisque l'État, dans son projet de loi de finances 2024, sous-finançait le développement de l'expérimentation. Donc il y a eu des mobilisations assez fortes et arbitrage final d'Emmanuel Macron pour dire bon, on met quand même l'argent, mais contre l'avis là de son ministre du Travail aussi. Donc c'est assez intéressant de voir comment ça se fabrique cette avancée. C'est vraiment un combat. C'est un combat qui va chercher l'alliance de l'État, qui autrement n'est pas tout à fait dans cette optique-là. Et ce qui est donc intéressant maintenant, pour revenir plus centralement à la question de quel est le rôle de l'État, il y a évidemment tout un tas d'aspects, on va dire, d'organisation générale. Donc il y a la question de la redistribution, il y a la question du droit du travail, et des transpositions qui peuvent être faites aussi d'accords d'ailleurs syndicaux, etc. dans ces champs-là. Donc l'État a un rôle évidemment de cadrage, j'ai envie de dire, de tout ça, cadrage à la fois réglementaire et financier de ces affaires. Mais je pense qu'il a un gros rôle d'incitation et d'impulsion également. Et je pense qu'il doit mettre en place des outils qui soient des outils juridiques, fiscaux et financiers au service de la transformation de l'entreprise. Je prendrai des exemples, mais j'ai cité les ESOP tout à l'heure. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de transmissions d'entreprises qui pourraient se faire de cette façon-là, et là, il n'y a pas besoin de contraintes. Il faut juste mettre en place les systèmes réglementaires et fiscaux. Je prendrai un autre exemple, les fondations actionnaires. Je cite d'autres exemples pour être très concret. Fondations actionnaires, en France, vous en avez 20. En Allemagne, en Suède, au Danemark, vous en avez plus de 1000. En fait, ce sont des chefs d'entreprise qui décident de confier le destiné de leur entreprise à une fondation. C'est-à-dire que leur entreprise passe au service de l'intérêt général.
Voilà, il y a cette idée-là derrière. Et souvent, d'ailleurs, avec un fort ancrage territorial. On a quelques cas, moi, en Gironde, chez moi, il y en a une entreprise de palettes en bois. Le propriétaire dit, moi, je ne voulais pas transmettre mon entreprise à mes enfants parce qu'ils ne le méritent pas. Ils ont... Parce que finalement, c'est intéressant comme discours. Bon, lui, il est un peu radical. Mais il dit, ils ne méritent pas. Ils n'ont pas travaillé pour ça. Alors bien sûr, je les aide, j'assure leur avenir, j'ai payé leur éducation, ils vont se débrouiller dans la vie, il n'y a pas de souci. Par contre, ils n'ont pas fait cette entreprise, donc ils ne la méritent pas. Les salariés qui ont travaillé, eux, la méritent. Donc, je la transmets de cette façon-là. Donc, je pense que, vous voyez, c'est intéressant. Je pense qu'il ne faut pas avoir une vision binaire non plus de l'entreprise qui, si on ne la force pas, ne va pas faire. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi net que ça. Je pense très souvent qu'il suffit d'encourager. Et je pense, deuxième niveau, que s'il y a des éclaireurs, par mimétisme, ça va se diffuser. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je ne crois pas qu'il faille nécessairement toujours opposer. Il faut des logiques revendicatives, il faut des cadrages, il faut des réglementations, du droit du travail, de la redistribution. Mais il ne faut pas que ça. Je pense qu'il faut aussi encourager des lames de fond, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est face à une lame de fond, tout simplement, et j'en conclus par là, parce que les entreprises sont interpellées directement par les travailleurs eux-mêmes, la nouvelle génération, bien sûr, mais pas que. Les études le montrent, la nouvelle génération, effectivement, a une aspiration au sens au travail, etc., mais pas que la nouvelle génération. Ça, c'est quelque chose qui se diffuse à l'ensemble du corps social, à vrai dire, et à l'ensemble des classes sociales aussi. Donc ça, c'est très important. Donc je pense qu'il faut... Pour conclure là-dessus, on a, je crois, des institutions aujourd'hui qui sont en décalage, en réalité, avec les évolutions sociétales. Donc je ne crois pas qu'il faut avoir la vision d'un État qui serait en avance sur les entreprises, en avance sur la société, et qui devrait les obliger à faire de tas choses. Je pense plutôt qu'il faut les encourager à faire ce qu'elles ont envie de faire. Voilà. Et ça, c'est une autre manière d'apprendre l'État, qui, je crois, en réalité, est en retard sur tous ces sujets-là. Voilà. Merci. Alors peut-être avant de donner la parole à Estelle, je ne suis pas sûr que tous les étudiants voient, ou toutes les personnes dans la salle, le territoire zéro chômeur de longue durée, donc c'est pas grave. Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc je vais me mouiller, m'essayer à donner quelques balises. Donc je pense que c'est un dispositif, et Timothée ou Estelle, n'hésitez pas à me contredire, comme j'ai dit, sur ça. Mais donc c'est un dispositif qui vise justement à répondre aux problèmes du chômage de longue durée dans certains territoires, du fait qu'il y a une partie des travailleurs qui sont au chômage depuis une certaine durée, et donc du coup la difficulté pour ces personnes de rentrer à nouveau dans le monde du travail. Et donc l'idée, c'est que pour ces personnes-là, à ce moment-là, soit on réfléchit avec eux, soit c'est sans doute ça en partie le débat, ils retrouvent un emploi dans notamment des secteurs qui sont liés à des territoires, en tout cas en France, notamment avec l'économie sociale et solidaire, et du coup puissent sortir de cette situation de chômage de longue durée. Évidemment, le diable est dans les détails. Si j'ai bien compris ce débat sur le territoire zéro chômeur de longue durée, je ne suis pas un spécialiste, mais en Belgique en tout cas, c'est le diable est dans les détails, parce que je pense que le dispositif qui a été mis sur la table a été... notamment la première version a été balayée, je pense, par différents acteurs sociaux. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression. Mais peut-être d'abord dire que la situation en France et la situation en Belgique par rapport à tous les dispositifs d'accompagnement, justement, de personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi est totalement différente. Voilà. Alors, on a une spécificité en Belgique, d'ailleurs, c'était l'ancien président du SPF Emploi qui appelait ça, donc c'est de mettre des tapis dans la mosquée, donc c'est de rajouter des dispositifs aux dispositifs. Et une des craintes, effectivement, par rapport au territoire zone zéro chômeur, c'est que ce soit le cas. Il existe des dispositifs locaux, que ce soit Maison pour l'emploi, ALE et autres, qui n'existent pas en France. Voilà, et alors, bon, voilà, effectivement, le diable est dans les détails par rapport à ça, parce qu'une de nos craintes par rapport au dispositif, alors on n'est certainement pas pour le retour à l'emploi des personnes qui sont effectivement très éloignées du marché du travail, parce que, et en particulier à Bruxelles, où on voit que ce qui... en tout cas, la remotivation des demandeurs d'emploi, c'est surtout ces dernières années limitée aux personnes qui viennent juste de sortir du marché de l'emploi et qui sont facilement, en tout cas, remobilisables pour aller ailleurs, et qu'on a effectivement un gros souci avec des personnes qui sont très, très éloignées, qui sont d'ailleurs très, très fort stigmatisées dans la société. On l'entend un peu partout, disant qu'il faut les responsabiliser, qu'il faut limiter les allocations de chômage dans le temps. Voilà. Et donc ça, pour nous, c'est relativement inacceptable. Mais donc, nos craintes par rapport au dispositif, c'est que ce soit éventuellement un vecteur de précarité. Alors je m'explique.
Pour nous, il faut effectivement que les personnes qui soient remises en emploi ne le soient pas avec des sous-salaires. Voilà, et donc le projet qui est sur la table n'est pas de respecter des salaires sectoriels s'ils travaillent par exemple dans ce qui est entretien d'espaces verts et autres, mais c'est le RMMMG. Donc voilà, il est prévu aussi dans le dispositif qui est sur la table, parce qu'en fait il y a une discussion au Conseil national du travail pour le moment par rapport à ça. Le dispositif qui est sur la table prévoit aussi que ces personnes ne seront pas employées dans le cadre d'un contrat de travail normal, mais donc il y a toutes sortes de dérogations par rapport au contrat de travail, notamment la possibilité de les licencier dans les 7 jours. Voilà, donc sur la durée des préavis et autres. Il y a un risque au niveau de la substitution, parce qu'on est quand même un champion en Belgique, ou ce qu'on appelle les effets d'aubaine. Donc il y a toute une série de dispositifs d'emploi, que ce soit les Activa, les articles 60 dans les CPAS, qui ont été mis sur pied, où on voit les articles 60 dans les CPAS, c'est-à-dire on active les bénéficiaires de l'aide sociale, on en retrouve chez McDo. J'ai un souci avec ça, hein. Pas m'en vouloir, mais j'ai un souci avec ça. Surtout, voilà. Surtout qu'on n'a pas de garantie que ces personnes, il y ait une vraie formation et un encadrement pour un retour à un emploi véritablement pérenne après. Les Activa, on connaît aussi le problème, hein, c'est qu'il y a des entreprises qui utilisent l'Activa alors que fondamentalement, elles auraient quand même employé quelqu'un. Donc, voilà, les effets d'aubaine. Dernier aspect, donc voilà, l'effet de substitution aussi, c'est que de ne pas détruire, parce qu'on va créer ces emplois-là dans des secteurs où, soi-disant, il n'y a pas d'activité. Le but n'est pas de détruire des emplois existants, donc on va les mettre dans une activité, par exemple, pour encadrer les enfants à la sortie de l'école ou pour faire des activités que l'activité économique ne génère pas. On a des craintes par rapport à ça, et puis surtout, quelque part, c'était des activités que l'État ou que les collectivités locales faisaient dans le cadre d'emplois réellement existants et qui ont été supprimés. Est-ce que ce ne serait pas mieux de recréer ces emplois-là justement dans le rôle de l'État ou de véritables entreprises? Donc voilà, nous, notre crainte, c'est effectivement une forme d'informalisation de ces emplois, d'effet de substitution. Et alors, le dernier impact, c'est le genre. Voilà, parce que notamment quand on a regardé un petit peu les chiffres d'occupation hommes-femmes, en tout cas dans les premières expériences en France, c'était surtout des hommes qui étaient mobilisés, parce qu'il y avait beaucoup de... ça s'est peut-être rééquilibré, mais il y avait effectivement, parce qu'on sait qu'évidemment les familles monoparentales, et justement tout ça n'était pas suffisamment pris en compte. Donc voilà, ça c'est sur les territoires zone zéro chômeur, mais on a déjà eu l'occasion d'en discuter. Voilà, donc voilà. Et alors la question, c'est est-ce que ce sont des entreprises, même si elles sont à finalité sociale, qui doivent le faire? Est-ce que c'est pas à l'État à le faire d'une certaine manière, et y compris d'ailleurs dans des missions de service public ou voilà. Donc nous c'est vraiment une question. Et alors dans le dispositif qui est proposé pour le moment, c'est de dire que ce seront les communes qui devront effectivement agréer les entreprises qui pourraient le faire. Alors excusez-moi, mais 19 communes, on n'a pas de garantie effectivement de véritablement, en tout cas, vérifier la finalité sociale de l'ensemble de ces entreprises. Donc voilà, pour nous c'est problématique. Il faut que ça soit au moins dans le giron de la région et que les interlocuteurs sociaux soient aussi dans ce comité d'agrément de ces entreprises pour éviter certains dérapages, effets d'aubaine et autres. Voilà. Alors, sur le rôle de l'État... Très rapidement, parce qu'il est 8 heures. Sur le rôle de l'État... Je voulais finir par une question étudiante, quand même. Et sur le rôle de l'État pour, effectivement, la responsabilité, je veux dire qu'elle soit sociale, environnementale, il a tout à jouer sur les aspects fiscaux et sur toute une série d'aspects. Ça, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de travail à faire, parce que je ne suis pas sûre que sur les abattements fiscaux, les primes qui ont été données pendant le Covid et autres, ce soit les entreprises les plus vertueuses d'un point de vue social et environnemental qui les aient reçues. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est un débat d'actualité, évidemment. Donc, ça rebondit sur toute l'actualité. Pour finir le cycle, je voudrais quand même une question d'étudiant. Comme ça peut être pour bien finir. Comme je sais que la première fois, ils sont tous très capables et très motivés par le faire. Alors, une question, et si vous pouvez juste... Comme ça, au moins, on finit sur une note qui est motivée. Il n'y a pas de mauvaise question, en plus. La première fois, vous avez plein de bonnes questions. Allez, rapidement. Et puis on clôturera après. Hein, mais... Merci beaucoup. Donc, en tant qu'ancien étudiant Solvay, premièrement, je voulais dire un grand merci pour cette conférence, parce que moi, j'en ai pas eu des conférences comme ça.
et c'était il n'y a pas si longtemps. Et alors, une question plutôt liée à l'entrepreneuriat, et c'est en ça que je pense que ça peut concerner les étudiants, parce que on a parlé du bien-être au travail, mais en fait, une solution, c'est peut-être de créer son propre travail. Et là-dedans, en fait, moi, j'ai trouvé des difficultés à créer une entreprise, ou en tout cas entreprendre vers l'entreprise idéale. En tout cas, trouver de l'information pour entreprendre dans l'idée de créer une entreprise qui va contribuer à la résilience du territoire ou de la société. Et donc, ma question pour vous, c'est si on considère que je suis étudiant, aspirant entrepreneur, comment je fais pour développer ou créer cette société ou cette entreprise idéale? En 30 secondes, évidemment, Timothée. Hein. Deux points très rapides à partir de un exemple. Nous, au niveau de Sciences Po Bordeaux, nos étudiants, on les forme à l'entrepreneuriat étudiant. Au démarrage, on a dit, bon, on va faire un truc entreprise, on va les former à l'entreprise, mais à impact. Vous voyez, on a fait un truc un peu large, mais en se disant, ça va être tout type d'entreprise, mais qui a un peu de sens quand même. Voilà. Et puis, en fait, les étudiants eux-mêmes ont transformé ça. Maintenant, on les forme plus qu'à l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'entrepreneuriat étudiant à Sciences Po Bordeaux, ce n'est que l'économie sociale et solidaire. Pour nous, l'entreprise conventionnelle n'existe plus. Voilà. Donc, je fais un peu court, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a encore un master sur 20 qui s'occupe un peu de ça. Mais sinon, la grande majorité n'est plus du tout dans ça. Et nous, on ne les sensibilise plus qu'à l'ESS, mais c'est une demande étudiante. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Mes propres étudiants dans le master ont créé une coopérative étudiante qui fait des prestations de conseil à destination, donc c'est dans le cadre de la maquette de formation, ils font des prestations de conseil à destination des acteurs de l'ESS et des acteurs publics. Voilà. Donc ils ont créé leur propre entreprise pour se former à travers l'activité entrepreneuriale et la consultance. Voilà. Ça, c'est un premier niveau de réponse. Deuxième niveau, vous l'avez dit dans la réponse, vous avez donné la réponse dans votre question, défaut d'information. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai problème aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas entreprendre dans ces conditions-là en France, mais je pense que c'est la même chose en Belgique, parce qu'on a quand même des modèles assez similaires par différents aspects, c'est que tout simplement, on a un défaut d'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut entreprendre en donnant du sens à son activité, mais le fait dans les modèles conventionnels parce qu'on ne leur présente que ça et qu'ils ne sont pas accompagnés à autre chose. Et nous, c'est pour ça, en France, ils ont créé les sociétés commerciales de l'ESS, c'est-à-dire des sociétés, on crée sa société commerciale, on se rend compte qu'en fait, on a une utilité sociale, une activité qui a du sens, et donc on va modifier nos statuts pour rentrer dans l'ESS, notamment en mettant des conditions de non-lucrativité, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure. Voilà, donc et on va raccrocher de cette façon-là. Mais c'est un pis-aller. En réalité, il faudrait que, dès le démarrage, on ait tout l'écosystème d'accompagnement qui présente la diversité des modèles d'entreprise. Et vous verrez qu'à la fin, comme pour Sciences Po Bordeaux, il n'y aura que des modèles d'ESS qui seront mis en œuvre. Voilà, c'est peut-être un élément de réponse. Estelle, sur ceci ou plus généralement? Très rapidement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y a un cadre légal pour ce qu'on appelle l'entreprise à finalité sociale depuis 1995, donc entre les ASBL, les sociétés coopératives, c'est vrai que j'en ai pas parlé, qui a d'abord été créé par le mouvement ouvrier, d'ailleurs, à un moment donné. Donc on a un peu abandonné pour rentrer effectivement en confrontation dans les autres types de sociétés, mais donc il y a vraiment un déficit, tout à fait d'accord. C'est pas connu, c'est pas suffisamment développé, et je pense que ce serait quelque chose, en tout cas que moi je compte mettre sur la table pour la prochaine législature, pour effectivement promouvoir ce système. Alors je vais évidemment me ramasser Bessie et les représentants patronaux des modèles un peu plus traditionnels, enfin très traditionnels, mais je pense qu'en région wallonne il y a eu beaucoup plus de projets. Il y a une ordonnance qui a été réformée à Bruxelles sur ce qu'on appelle l'économie sociale, mais c'est pas suffisamment effectivement connu ni développé, et c'est vraiment un enjeu parce que derrière le concept, il y a effectivement une économie qui est implantée, qui est socialement vraiment responsable et pas uniquement dans les principes et dans des tableaux Excel, et qui effectivement est beaucoup plus respectueuse aussi des questions environnementales, donc, et qui crée du bien-être. Pas uniquement du profit, mais du bien-être global pour la collectivité, pour le territoire, pour ses travailleurs. Et donc, vraiment, moi, c'est un modèle, je pense qu'il faut développer et en tout cas encourager. Et ça n'est pas suffisamment le cas, en tout cas certainement pas en région Bruxelles-Capitale. Voilà. Merci. Peut-être juste deux mots sur ceci. Je pense que proportionnellement au nombre d'entreprises, j'ai l'impression que le nombre de start-up ou de nouvelles entreprises qui font partie de l'économie sociale ou en tout cas assez proche est plus important. C'est-à-dire que beaucoup de nouvelles entreprises sont dans ces statuts-là ou avec ces modèles ou avec des finalités
Quand on regarde les incubateurs, il y a quand même beaucoup plus de finalités sociétales qu'avant, donc il y a quand même quelque chose qui, pour une fois, est un peu en marche. Ça fait 2 ans que tous les étudiants de Solvay entendent parler d'économie sociale à travers mon cours d'une manière ou d'une autre. Chaque semestre, on trouve une manière, soit avec un intervenant. Le semestre prochain, dans le cadre de la chaire en économie sociale, on aura 1 heure, 2 heures avec des intervenants d'économie sociale. Donc on essaie de contribuer, mais c'est vrai que ça reste extrêmement minoritaire. Alors, je vais profiter de cette fin de cycle pour remercier Mélodie qui est là, qui a fait toute l'organisation du cycle. Merci beaucoup à Mélodie. Si tout s'est bien passé, c'est grâce à Mélodie. Donc merci beaucoup. Voilà, c'est gentil. Merci. Parce que c'était quand même 4 conférences avec beaucoup d'intervenants et une logistique, une prise de son, une prise d'image aussi. Et juste alors, vous souhaitez un bon congé. On y est presque dans quelques jours. Reste plus que quelques heures avant ça. Et bonnes études pour les étudiants. Et vous remerciez tous et une bonne soirée, bon appétit, à bientôt.